Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. Alors, ce soir, on va aborder les élections européennes, mais pas d'un point de vue, je dirais, politique, sur les programmes, mais beaucoup plus, davantage, on va dire, sur sa forme. Pourquoi ? Parce qu'on est parti tout simplement d'un constat qu'il y avait beaucoup de petits partis, c'est comme ça qu'on les appelle, 38 listes, mais qui souffraient quand même d'une invisibilité. Donc, on va un peu débattre là-dessus. On va débattre également et converser autour justement de l'omniprésence, un peu de l'exécutif, de ces duels sur des débats plus nationaux qu'européens, et de voir comment on peut, parce que notre démocratie a été un petit peu bafouée, et comment on peut faire en sorte qu'il y ait une meilleure équité. Et alors, pour tout cela, j'ai sélectionné un petit panel d'invités qui, j'espère, vont enrichir ce débat. Je n'ai aucun doute. Alors, déjà, bonsoir, par ordre alphabétique, pour ne choquer personne. Pierre Bessac, bonsoir. Et là, il ouvre son micro. Allô, Pierre ? Ah, les pirates sont pas connectés, malheureusement. Bon, alors, Pierre... Ils sont fait pirater. Bon, Pierre est un grand passionné des droits numériques, la décentralisation. Il est surtout aussi candidat aux européennes pour le parti Pirate. Et Marine Chollet, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez du coup ? Parfaitement bien. Oh là là, décidément, nous avons une meilleure maîtrise du web que les pirates, c'est assez extraordinaire. N'est-ce pas ? Les pirates qu'on aime particulièrement, donc du coup je me présente, je suis Marine Chollet. Alors, je vais... D'accord, ok. Je vais vous présenter. Alors, je te laisse femme engagée dans des idées écologiques, elle défend activement donc tout ce qui est transition écologique juste et qui est candidate aux européennes 2024 pour le parti Equinox. C'est un peu court, mais est-ce que ça va ? C'est tout à fait ça, merci beaucoup. Alors, Pierre Bessac et Marine Chollet sont deux candidats qui représentent ce qu'on appelle les petits partis, les petites listes, et qui sont signataires d'un communiqué de presse et des actions auprès de l'Arcom pour dire stop au verrouillage de la démocratie. Donc, on en parlera. Virginie Debuisson, bonsoir. Bonsoir, Fadila. Bonsoir à tous et toutes. Alors, Virginie est une experte en conseil en relations publiques. Elle peut aussi nous analyser les stratégies de communication dans le contexte politique et apporter, on va dire, ses insights justement sur cette campagne électorale et les stratégies médiatiques. Valerio Motta, bonsoir. Bonsoir, Fadila. Alors... D'ailleurs, je pense que j'ai fait une erreur dans l'ordre. C'est pas grave. Valerio, président de Nemo Claudie, ancien DIRCOM et responsable web PS. Et donc, tu es un expert en fait en communication politique et numérique, et ton éclairage, d'ailleurs, même sur l'évolution des stratégies de communication politique, peut être aussi extrêmement pertinente dans cette discussion. Et j'accueille donc Fabrice Pozzoli-Montenay. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Fadila. Bonsoir, tout le monde. Alors, directeur de la publication d'une newsletter d'entourage, observateur critique des pratiques politiques et des métiers de la politique, et là aussi des insights, justement, un peu sur la gestion interne peut-être des partis, ou comment ça influence également leur communication. Et Hugo Couturier, bonsoir. Bonsoir à tous. Qui n'était pas prévu, c'est une invitée surprise, et nous sommes ravis de l'accueillir. C'est un journaliste qui vulgarise la politique et le Parlement, qu'il anime au perchoir sur Twitch. Tout à fait. Et donc, comme en ces derniers temps, il a suivi très très bien l'actualité, il va pouvoir aussi nous donner aussi ses petits aperçus. Je vais vous proposer tout de suite, en fait, une première partie Météo Express.
3 questions. Je vous demande la consigne, c'est simple, vous allez répondre avec des pouces en l'air et des pouces, en bas comme ça, l'audience, hein, aussi bien les intervenants que voilà. Allez-vous voter le 9 juin pour les élections européennes? J'espère qu'il y aurait que des pouces levés là. L'audience, vous avez le droit d'utiliser le petit cœur pour mettre des pouces, hein. Savez-vous pour qui vous allez voter? Il y a des gens qui sont silencieux, je ne sais pas si c'est parce qu'ils savent Mais pas, mais on quel verra. signe on met si on sait Pouce pas levé. encore? Non, Pouce si on en sait pas. Ah, pouce en bas, pouce en bas. Pouce en bas, Baissez. je sais pas encore. Ah, d'accord. Ouh là là, il reste quelques heures là. Et autre point aussi, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette campagne électorale? Pouce levé, plutôt bien, pouce, baissé, plutôt pas bien. Ah, il y en a qui pleurent, oui. OK. Bah, et bah, justement, on va y arriver. J'ai vu alors, Virginie, tu as mis un pouce, en bas? Ouais, mais en fait, j'aurais dû mettre un petit bonhomme qui pleure. Alors, je vais vous demander, petit tour de table rapide en 1 minute. Votre météo là, quand vous avez dit, bah, vous avez pas forcément bien vécu ou bien vécu cette campagne. Dites-nous rapidement un peu pourquoi et comme ça on reviendra un peu plus, précisément dans les discussions. Virginie? Ben, j'ai un sentiment, de trucs qui se répètent inlassablement, mais avec, pour cette campagne, précise, une exacerbation, du bruit, de la fureur et ça tourne toujours au même, sur les mêmes. Donc j'avoue que les petits partis, j'ai regardé les clips de campagne, ça m'a apporté, un petit vent de fraîcheur. Parce que sinon je me sentais un petit peu enfermée dans mes choix. Voilà, donc je trouve ça triste. Et voilà Pierre Bessac, qui est de retour. C'est bien Pierre? Bonsoir. Pierre, Est-ce que mon micro marche? oui, on a un écho en revanche. Je vais couper hors intervention alors. Ah Effectivement, super. En tout cas, Marine, elle était ravie d'être plus connectée que le parti pirate. Bah, les Space Tweeters sous Firefox, c'est une catastrophe, hein. Bref, c'est parce que j'utilise Firefox. D'accord. Bon, allez, en 1 minute, tu as pas répondu, toi, de savoir comment tu avais vécu, cette campagne. Parce Alors que j'ai posé une question express. ouais, vu 1 bah, minute. moi j'ai répondu point. Point. Ni bien ni mal, on est en mode combatif pour se faire entendre un maximum et c'est vraiment une approche guérilla qu'on a menée pour essayer d'être au maximum Guérilla. audible et de défendre au maximum nos points D'accord. de vue et notre, Ben, on va notre visibilité. dans la continuité, il y a un écho encore chez toi, Pierre. Dans la continuité, Marine? Oui, moi j'ai mis le petit bonhomme avec, avec la larme à l'œil pour plusieurs raisons. À titre personnel, moi ça a été 6 mois extrêmement enthousiasmants et très enrichissants. Très difficile aussi, on y reviendra peut-être, mais qu'il est difficile d'être une nouvelle figure politique, qui plus est féminine, en France encore aujourd'hui. Et à côté de ça, je rejoins Virginie. Equinox est fondé sur une inquiétude autour de la démocratie et je pense qu'on a encore une fois eu une triste réponse aujourd'hui de la manière dont a été traitées les élections européennes, notamment par les grands médias de cette démocratie. Et je déplore que les petits partis soient un peu les boucs émissaires, alors même que je pense qu'on ait une information de dire que la démocratie est vivante et qu'on peut proposer des alternatives. Bah, justement, j'espère qu'on va arriver à l'issue quand même de cet échange, d'éveiller, de sortir en fait quelques idées pour l'avenir. Fabrice? Alors, moi, je vais être un peu différent, c'est-à-dire j'ai vu beaucoup d'élections européennes, puisque je crois que la première que j'ai suivie, c'était dans les années 80. Et depuis, bah, à chaque élection, c'est simple, je suis désespéré à chaque élection, mais maintenant j'en ai fait, je dirais, mon fait, puisqu'effectivement, on a cette constante pendant l'élection européenne de parler finalement très peu d'Europe. On a souvent des partis au pouvoir qui négligent de faire campagne. Depuis quelques années, un Rassemblement national qui monte, avec un personnel politique qui considère que de toute façon, cette élection n'est pas très importante et que finalement, les gens qu'on va envoyer à Bruxelles et à Strasbourg, bah, on va peut-être pas envoyer les meilleurs de chaque parti. Et je trouve ça dramatique. Mais je trouve ça dramatique depuis longtemps maintenant. OK, merci. Valerio, ta météo en 1 minute?
Ouais, moi je me retrouve assez dans le mood et dans ce que vient de dire, Fabrice. Pour avoir vécu, de l'intérieur, l'organisation de campagnes européennes à l'époque où j'étais au PS, puisque je n'y suis plus depuis quelques années maintenant. C'est pas nouveau que les européennes soient une élection difficile à organiser, difficile pour susciter de l'intérêt et de l'enthousiasme. Mais c'est vrai que tous les travers qu'on a pu rencontrer dans les dernières années sur le fait de dire qu'on ne parle pas des enjeux européens, Heu et sur lequel, sur les dernières campagnes, il y avait quand même un peu d'amélioration dans les débats, autour de l'enjeu de qui allait être le président de la commission, des choses comme ça et cetera, où certains partis mettaient en avant leur candidat à la tête de la commission et cetera. J'ai l'impression que ce mouvement a complètement reculé, qu'effectivement on est parti, dans une campagne, franco-française qui en plus, est tombée dans le pire de la tiktokitisation et de la polémique sur des sujets connexes avec comment dire, une identitarisation de la vie politique française, notamment autour de débats sur Gaza, etc., qui sont pas le Une minute, cœur Valerio. sont pas le cœur des On enjeux. revient. En fait, bref, on est parti dans plein de directions. Mais on parle pas du fond et j'ai pas trouvé que les petits partis je vais pas me faire des copains, mais je vais le dire, et Alors, apporter ce truc de fraîcheur. En vérité, je l'ai pas ressenti et ah ouais, j'ai pas été très passionné pour l'instant par ces européennes. ça promet tout à on va enchaîner de suite, sur ce sujet, mais avant tout, Hugo, toi, ta météo, une minute? Je sais que tu as l'habitude des tunnels, mais on va Je vais aller éviter là. vite, je vais aller vite. Mais non, je suis pas tout à fait d'accord avec Valerio sur le côté des petits partis qui n'ont pas apporté de fraîcheur, parce que moi, du coup, effectivement, je sais que Pierre et Marine me connaissent bien, parce que je les ai souvent reçus sur la chaîne pour parler justement des petites listes, puisque moi, j'ai fait le pari de recevoir quasiment l'intégralité des listes. Là, dernier pointage, en prenant l'interview que j'ai demain, je suis à 33 sur 38, sachant que les deux qui me manquent, pour résumer, c'est le RN et l'UPR. Mais moi, je suis assez pessimiste, effectivement, sur le traitement médiatique de ces européennes. Je trouve qu'on s'y est mis quand même assez tard. Et surtout, il n'y a pas de contradiction. Il y a la question par exemple, du bilan de Jordan Bardella. Ça fait quand même 10 ans, enfin, ça fait 2 élections que le RN remporte les élections européennes et le bilan est proche de zéro. Et d'ailleurs, là, on m'a appris dans le chat que, en gros, le seul député qui bossait beaucoup au Parlement européen pour le RN, j'ai oublié le nom, il s'est fait dégager de la liste parce qu'il était considéré comme trop techno. C'est-à-dire qu'au RN, ils virent ceux qui bossent. Donc, c'est un peu quand même OK. la particularité. Mais oui, moi je suis assez pessimiste, même sur le traitement médiatique, sur même les débats qui sont organisés. Je trouve que on présente toujours les 8 mêmes et on met pas ça en corrélation avec le fait qu'on ait 50% d'abstention. Mmh. Peut-être que si on avait justement plus de représentation dans les médias de ces petites listes, peut-être qu'on permettrait d'offrir un nouvel espoir ou une nouvelle vision de la politique. Moi, je sais qu'avec Equinox et avec d'autres, des gens, notamment de mon chat, ont décidé de voter Alors, Equinox parce qu'on leur a proposé de voter on leur a proposé une autre offre politique. Donc, je pense OK. que si on offrait cette politique-là, enfin, cette vision aux gens différentes, peut-être qu'il y aurait moins d'abstention et peut-être moins de votes pour l'extrême droite. OK, alors ça, c'est, n'est-ce pas, votre opinion, et on est là justement, aussi pour les accueillir, et vous allez pouvoir aussi, les auditeurs, tout à l'heure, intervenir. On va aborder tout de suite une des premières discussions, et autour de la visibilité des petits partis. D'ailleurs, on remarque aussi qu'il y a 38 listes, cette année, mais c'est pas la première fois, parce qu'en 2019, il y en avait aussi 34. Alors c'était pas OK, il y en a 4 de plus, mais c'est pas la première fois qu'on a autant, je dirais, de listes. Est-ce que vous tous là, vous pouvez avec un pouce levé, ou baissé, nous dire si vous pensez qu'ils reçoivent une couverture médiatique équitable? On est Donc Valerio, il a demandé, la parole. Alors, on va déjà, pour poser les choses, on va demander déjà à 2 représentants là de petits partis, hein, et je vais demander, aussi bien à Pierre que, qu'à Marine, justement, comment on peut expliquer justement, quels sont les obstacles majeurs que vous avez rencontrés en termes de visibilité médiatique justement? On va, Marlène peut-être? Marine, non? C'était Ah! pardon, Désolée. tu m'as Alors, je suis une habituée de la, qu'on appelle ça?
Pas de Oui. souci. Donc du coup, appelle-moi Marlène si ça t'intéresse. Non, 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 Marlene. On a beaucoup de Marine en politique et nous, on les défend pas trop. Non, encore une Marlene. fois, dans notre objectif chez Equinox, on n'a pas du tout envie d'être. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire le caliméro. On savait aussi les règles dans lesquelles on allait se lancer. On connaissait la règle des 5% et on connaissait aussi. On se doutait du traitement médiatique qui allait être fait parce que du coup, ils ne parlent qu'avec les listes qui font les 5%. Néanmoins, de là à le vivre, c'est encore plus douloureux. C'est encore plus douloureux parce qu'il y a même eu des arguments et je trouve aussi, j'ai trouvé que les journalistes, notamment les journalistes de télévision et de radio, ont été très feignants. En fait, ne sont pas allés chercher justement cette fraîcheur chez les jeunes partis, alors même que par exemple Equinox aujourd'hui rassemble plus de 26 000 personnes sur les réseaux sociaux, qu'on remplit des meetings avec des jeunes. Je trouvais ça intéressant de mettre ça en corrélation avec le fait qu'on dit que les jeunes ne votent plus et qui sont plus du tout engagés. Là, vous aviez un parti de jeunes qui rassemble des jeunes, alors de manière très modeste, et j'ai été surprise que aucun média ne prenne cet angle-là. Et aussi, des arguments qui m'ont été opposés ont été, je trouve, assez violents et montrent bien cette fainéantise du débat public. C'est-à-dire que quand je n'ai pas été invitée, et le Parti Pirate ne l'a pas été non plus, on en a parlé ensemble avec Caroline, quand on n'a pas été invité au débat mardi soir, on n'a pas été invité au détriment de qui? Au détriment d'hommes assez âgés et d'hommes qui n'ont pas plus de légitimité que nous. Je revendique d'avoir autant de légitimité qu'un Asselineau. Asselineau, il n'a jamais été élu, il n'a jamais dépassé plus de 1% dans les médias, dans les différentes élections, et je vois pas pourquoi est-ce que il a beaucoup moins de membres actifs que nous en France, il a peut-être plus d'argent, mais c'est bien la seule différence, et je pense que ça ne devrait pas être un critère. Je pense que j'aurais dû être invitée à la place d'un Asselineau, qui plus est, et ça je le tiens à le préciser, il est quand même accusé de viol, et moi je trouve ça dommage que le service public privilégie un plateau très largement masculin avec voilà dans ce mouvement un peu là, alors qu'il y avait des figures féminines qui étaient prêtes à participer. Et la réponse, le seul argument qui m'a été opposé, parce qu'on était au-dessus d'eux dans les sondages à ce moment-là, au-dessus d'Asselineau dans les sondages à ce moment-là, c'est: vous n'êtes pas une figure politique. Mais comment est-ce que je deviendrais une figure politique dans ces cas-là? Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et voilà, c'est bien encore une fois, on connaissait les règles du jeu, on joue avec, on va pas non plus faire les caliméros. Mais par contre, je m'en sors renforcée dans cette volonté de changer ces règles. Alors, et justement, un point super important évoqué là, par Marine concernant les règles, parce que les règles, à la base, c'est 50% du temps d'antenne pour normalement les partis qui sont représentés au Parlement. Les autres partis parlementaires, les autres partis, on va dire, nationaux, 30%, et les petits partis, normalement, c'est 20%. Ça doit être normalement réparti comme ça, suivant la règle. Mais bon, c'est. Et toi, Pierre, tu veux rebondir, ajouter des éléments? Parce que Marine, elle a soulevé quand même aussi je trouve plusieurs points aussi concernant aussi l'audience, et puis aussi les figures féminines, effectivement. Pierre? Est-il là? Vous êtes d'accord qu'on l'entend pas, Pierre, hein? Je crois que Pierre nous a dit en chat qu'il essayait de revenir sur son téléphone pour avoir un meilleur son. Ah, d'accord, ok. Tout le budget du Parti Pirate est parti pour les bulletins de vote, c'est pour ça. D'accord. Alors, on va prendre une autre voie, justement, je pense, un petit peu différente. On a parlé d'invisibilité, Valerio. C'est du déni démocratique ou finalement une certaine logique? Je suis partagé dans la réponse. C'est pour ça que je ne savais pas mettre le pouce en l'air ou en bas, parce que d'un côté, c'est vrai qu'on a des règles médiatiques qui nous font évoluer de l'égalité, de l'équité, enfin, vers des règles de plus en plus souples. On a eu un traitement de certains médias, notamment de services publics, très contestable sur la mise en scène de duels, sur la mise en scène de l'exécutif, etc. Mais moi, le fait de dire que le débat naîtrait, en tout cas que la légitimité à intervenir naîtrait uniquement du choix des médias, je n'arrive pas à être d'accord avec ça. C'est-à-dire que, j'entends ce que disait Marine sur le fait de dire que son mouvement touche 26 000 personnes sur les réseaux sociaux. On est plusieurs milliers de personnes à pouvoir dire ça aujourd'hui. La politique et le fait de construire une légitimité politique, c'est dur.
c'est long, ça passe par une construction territoriale, ça passe par la construction d'une légitimité, le fait d'avoir des élus. Je veux dire, les médias nationaux sont déjà assez mauvais pour nous rendre compte d'enjeux qui nous permettent d'éclairer les débats avec une dizaine de partis. Je ne suis pas sûr qu'ajouter 30 partis supplémentaires rajoute de la clarté sur les enjeux pour les citoyens. On parle de 38 listes. Sur ces 38 listes, il y en a 31 qui feront moins de 10%. Donc, moi, je suis un peu fâché avec les partis traditionnels. Je pense qu'ils sont pour beaucoup dans cette déshérence. Mais je pense que nous, citoyens, avons aussi notre rôle à jouer et qu'on construit parfois plus efficacement une démarche politique en faisant valoir des idées, des options, etc., en prenant le taureau par les cornes et en affrontant ces partis de l'intérieur parfois, en les faisant évoluer, en les retournant, en les prenant. Parce que, ouais, si tout le monde crée un parti pour défendre des idées, une vision originale, etc., on va terminer avec un nombre de partis qui sera considérable, qui seront totalement inaudibles et totalement invisibles. Ça coûtera un fric fou si on veut assurer une visibilité auprès de tous les citoyens de ces forces-là. Je ne suis pas sûr qu'on fasse progresser la démocratie au fond. On ne discute pas de ce qu'est l'intérêt général et de ce qu'est l'affrontement ou le débat qu'il y a dans une élection et dans un moment politique et dans un temps politique. Et je pense qu'on n'assume plus aujourd'hui le fait de dire qu'il y a des intérêts divergents dans une société et que le moment où on fait le choix politique, c'est le moment où on arbitre entre ces éléments-là. On a une politique qui est devenue de plus en plus identitaire, où différents partis, différentes personnalités expriment des sensibilités et proposent plus forcément une vision d'intérêt général à vocation majoritaire. Je crois que Virginie voulait réagir. On va dire, Virginie, Hugo? Oui, alors je rebondis sur ce que disait Marine tout à l'heure, en parlant de flemme des journalistes. Ça m'a fait penser à un bouquin que je vous recommande à tous si ces phénomènes vous intéressent. Moi, je pense plutôt que c'est l'effet bulle journalistique, politique qui fait son œuvre. C'est Rachid Lerech qui suivait, pour Libé, la gauche, depuis des années, qui a écrit un bouquin où il explique comment ça fonctionne. Et en fait, c'est effectivement une petite bulle de gens qui connaissent toutes les grandes figures de grands partis et qui sont enfermés là-dedans et qui sont plus tellement en prise, je crois, avec la façon dont les gens consomment l'information, qui voient pas forcément, ils sont dans leur petit monde et ils voient pas forcément qu'il y a besoin de renouveler. Et je pense que c'est plus de la déconnexion de la façon effectivement dont les gens se renseignent, s'informent, cherchent de l'info. Je trouve ça super qu'on ait un représentant d'une chaîne Twitch parce que effectivement l'info elle est maintenant très morcelée. Il y a les médias classiques, il y a les médias sociaux. Dans les médias sociaux, tu as différentes plateformes, ça fonctionne par logique d'affinité communautaire. Tu fais comment pour trouver l'info? Moi, je veux dire, je bosse, je suis une maman, j'ai pas le temps de passer 3000 ans à aller chercher les programmes des 38 listes. Et comment tu as fait, toi? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de rafraîchissement. Comment as-tu Bah, en fait? fait, j'ai fait la méthode la plus simple que j'ai trouvée, c'était de regarder les clips de campagne. Parce que je trouvais que c'était des bons petits résumés, c'est court et si tu as envie de consommer plus, bon, bah, là, tu peux creuser. Il y a des parties que j'ai éliminées direct et puis il y en a d'autres, où je suis allée voir un petit peu ce qui se passait et ce que je trouve très intéressant dans ces petits partis, c'est que c'est des gens et j'écoute, Marine, et Pierre avec, même si Pierre a des soucis de micro, mais j'écoute ces personnes avec beaucoup de respect et beaucoup d'enthousiasme parce que, beh, ils ont encore le feu sacré. Moi, j'ai rapidement fait de la politique, et c'est vrai que c'est un sacerdoce, c'est compliqué, faut être tenace, faut y croire et c'est plus ce qu'on ressent dans les partis classiques, et c'est ce que je retrouve dans les petits partis et ça fait du bien. Mais c'est quelque chose que les journalistes politiques actuels, je parle des grandes chaînes et des grands médias, n'ont pas le réflexe de faire.
C'est pas dans leur ADN, c'est pas dans leur logiciel, comme on dit. C'est Voilà. bien de noter, en fait, cette idée de bulle, parce que moi aussi, je me suis lancée dans cette idée de lancer des spaces transpartisans. Je t'avoue qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on rencontre en fait une difficulté dès lors qu'on doit contacter en fait des parties qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les personnes. On dit bonjour, je m'appelle Fadila, je fais des lives, etc. Et bon, c'est assez difficile, mais il faut aussi pouvoir sortir des sentiers battus. Je sais que Hugo, Marine et Fabrice voulaient réagir, mais vu que quand même Pierre n'a pas pu s'exprimer tout à l'heure, est-ce qu'il peut s'exprimer là, Ça Pierre? marche. Bonsoir à tous. Pouf. 25 minutes d'effort. Alors Donc, merci. je vais essayer de te faire un résumé très rapide, Marine. Ouais, j'ai entendu des grands bouts quand même. Hein. Ah, d'accord. J'ai quasiment tout entendu. C'est juste que j'étais complètement invisibilisé, mais j'ai l'habitude dans ce système médiatique. Allez, Pierre. Oui. Donc, en Tes fait, difficultés majeures. En fait, les difficultés majeures, c'est toujours l'espèce de plafond de verre pour l'accès aux médias, parce que c'est un peu ce que disait Marine, c'est une sorte de cercle vicieux. Enfin, c'est une synergie à mener en fait, qu'on peut pousser par l'argent, la médiatisation, enfin par les contacts, par les réseaux, mais qui ne vient pas de zéro. Bon, je parle moins fort. On me dit que je parle trop fort. Oui, j'ai le feu sacré, comme disait Virginie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, il y a une synergie avec des barrières. On voit par exemple au Parti Pirate, on a fait 0,13% en 2019. Donc on est considéré comme très faible score, mais les 0,13%, ils sont plombés par un certain nombre de facteurs sur le coût des bulletins, etc. Et donc ce score de 2019 nous plombe aujourd'hui pour être visible auprès des médias qui se disent bon ben ceux-là ils sont super pas importants et c'est même pas la peine de les écouter. Donc en fait il y a une sorte en fait à la fois il y a une boucle comme disaient les ingénieurs de rétroaction positive pour les parties les plus visibles, donc la visibilité entraîne la visibilité, et pour les parties moins visibles c'est l'inverse. Et c'est favorisé par les barrières de remboursement d'une part, les barrières d'éligibilité d'autre part, et c'est renforcé par le système médiatique qui n'invite que les bons clients et les gens connus. Donc ça veut dire que des gens comme Asselineau ou Philippot ou Lassalle qui font des scores relativement faibles sont quand même dans les débats, alors qu'ils n'ont pas un score franchement fantastique non plus, quoi. Mais ils ont des personnages, ils ont des personnalités et des discours assez clivants, donc ça buzz dans les médias. Et pour donner l'exemple de Philippot, on était présent au Parti Pirate, on était présent à la conférence de presse menée par où il y avait donc le Nouvelle Donne, la Route-Roux, il y avait Equinox, il y avait le Parti Pirate, il y avait Volt. J'avais regardé juste la veille les temps de parole. Alors j'avais pioché un peu au hasard, j'avais juste regardé BFM TV, une semaine récente, 18 minutes pour Philippot. Donc la liste Philippot, je ne sais pas si c'était Philippot lui-même, donc 18 minutes pour lui, et c'était 30 secondes pour le Parti Pirate, par exemple. Donc il y a des disproportions manifestes de temps de parole, c'est au nom de l'équité. Donc les médias ont une possibilité éditoriale de choisir, ce qui est légitime en partie, mais il y a des espèces d'effets d'aspiration vers le haut et vers le bas, dans les deux sens en fait, qui entament en fait la possibilité d'être visible pour des partis émergents. Ok. Ben, il y a des points qui sont comment dire, communs avec Marine. Alors, dans l'ordre de ceux qui ont levé la main, je vais dire Hugo. Marine, juste, on passera la parole à Fabrice qui ne s'est pas encore exprimé et on revient ensuite vers Marine. Hugo, Fabrice, Marine. Ouais, bah écoute, moi j'entends un peu là tout ce qui est dit. Je suis assez d'accord avec Pierre et Marine sur un certain nombre de sujets, mais bon, après moi je suis pas objectif puisque moi j'ai fait justement le pari pour ces européennes d'offrir quasiment 1 heure de temps de parole à chaque liste. Donc moi je pense qu'il y a un effort aussi médiatique. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui se planquent aussi derrière les règles de l'Arcom, parce qu'après c'est vrai, oh là là, c'est des partis qu'on connaît pas, c'est des gens qu'on connaît pas. Toujours un peu compliqué d'aller voir ça, et peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Et je pense qu'on a un système aussi médiatique qui est un peu vérolé.
on va dire, par tout ça. On parlait du petit milieu tout à l'heure, de ce phénomène de silo. On le voit bien, le phénomène de silo, il existe pour les militants, il existe pour les journalistes. Et effectivement, et c'est vrai que des fois, entendre des choses différentes, c'est vrai que Equinox, bon, on les connaît pas en même temps. Enfin, ils ont fait quoi avant? On les connaît pas. Pourquoi on leur donnerait la parole? Alors que Philippot, le mec, il a été au RN, c'est un bon client, il a des bonnes phrases. Je me souviens, moi, j'étais présent à la conférence de presse que Pierre évoquait et Marine avait dit, rappelle-moi Marine la phrase, c'était un journaliste avait dit il faut que vous fassiez le buzz. Je crois que c'était ça la phrase. On est dans la logique du buzz, on est dans la TikTokisation justement des esprits. Moi j'ai souvenir de la séquence avec Bardella qui disait mais vous êtes communiste monsieur, vous êtes communiste lors d'un débat sur LCI. Les gens ont relayé en masse le vous êtes communiste monsieur, mais en soi qu'est-ce qu'on a retenu du débat de Bardella? Qu'est-ce qu'on a retenu du fond? Qu'est-ce qu'on a retenu des propositions? Rien. C'est ça qui est problématique. Pareil, les clips de campagne, il y en a qui sont sympas, mais en soi, ça va pas sur le fond. Il y a beaucoup de choses à dire sur les clips de campagne. Aussi, moi, il y a eu la polémique. Pierre en a beaucoup parlé aussi sur ses réseaux sociaux, sur justement le problème de l'ordre de diffusion des clips de campagne. En fait, il y a eu un problème, c'est que les clips de campagne, par exemple, un soir à 20h40, tu aurais dû avoir des clips de campagne, notamment du Parti Pirate et tout ça, qui ont été diffusés. Finalement, ça a été pendant 2 ou 3 jours d'affilée les clips de la majorité présidentielle et du RN. Et en fait, je vais employer un terme un peu cash, mais quand on offre que de la merde aux gens, ils vont continuer à en bouffer. C'est-à-dire que si on propose une offre politique vérolée, une offre politique qui est pas au niveau, comme c'est le cas actuellement, les gens, ils vont continuer à dire, c'est pourri ce qu'on nous offre, ça sert à rien d'aller voter. Moi, j'ai eu un gros débat aujourd'hui sur le sujet avec ma chaîne. J'ai pas été d'accord avec tout le monde parce que bon, il y en a, ils sont militants, ils défendent leur bout de viande, mais en fait, il faut inviter les gens à aller voter. Oui, il y a 38 listes. Oui, c'est chiant de faire le travail d'aller trouver les petites listes, d'aller se renseigner. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué avec mes lives, c'est qu'effectivement, en offrant aux gens quelque chose d'autre, les gens s'y intéressent. Des gens peuvent s'engager. Moi, je sais que voilà, sur la liste d'Equinox, il y a un candidat, il s'est engagé parce qu'il a vu l'interview que j'ai faite avec Marine il y a 8 mois. Et le mec, il est en 12e position sur la liste. Donc, en fait, si on propose aux gens quelque chose de différent, ils vont y aller. Et je pense que c'est un travail médiatique qu'on doit faire. Oui, pardon, désolé pour les tunnels, désolé. Alors, on a perdu Valerio, je pense qu'il va revenir. Il se lève et il se casse. Fabrice? Alors, oui, je vais réagir parce que quand j'entends parler des médias vérolés, tout ça, évidemment, en tant que journaliste, ça me fait un peu mal au ventre. Et je peux peut-être effectivement peindre un tableau un peu plus nuancé. Déjà, quand on parle d'Europe dans les médias français, c'est très compliqué. Les gens qui connaissent les sujets européens ne sont pas dans les services politiques. Donc, les journalistes qui suivent la politique française ont une méconnaissance extrêmement forte des thématiques européennes. Ils ne sont pas à Bruxelles, ils ne sont pas à Strasbourg, et ils ne connaissent de la politique européenne, en gros, que le débat national. Et c'est très problématique parce qu'on a eu des sondages qui montraient que 72% des gens s'estiment mal informés sur les questions européennes. Et je pense que les journalistes de télévision, de radio, des grands médias ne font pas ce travail. Il y a eu une étude de la Fondation Jean Jaurès il n'y a pas très longtemps qui montrait que dans les journaux d'information, l'Europe, ça représente 2% du temps d'antenne. C'est dérisoire. Donc évidemment, les gens ne comprennent pas l'Europe. Il est peut-être déjà là le problème, en fait. Oui, attends. Et déjà, il y a un problème parce que les gens comprennent mal le fonctionnement européen. Les journalistes ne font pas ce travail de pédagogie, d'explication. Et lorsqu'on en arrive à des débats en période électorale, ils ont la tendance extrêmement forte, effectivement, à recentrer le débat sur ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la politique franco-française. Et dans la politique franco-française, effectivement, les petits partis qu'on voit là n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est très difficile pour un petit parti de franchir toutes ces barrières. Il y a la barrière financière, il y a la barrière d'avoir la liste, de composer déjà sa liste. Ensuite, il faut atteindre, pour se faire rembourser les frais de campagne, le seuil de 3%. Il y a la barrière médiatique. C'est un marathon, et c'est un marathon épuisant et finalement extrêmement insatisfaisant. Ce que je veux dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il serait plus sain qu'on mette peut-être des règles d'engagement dans les élections européennes, peut-être plus dures, mais pour aussi effectivement barrer la route à des partis qui vont faire moins de 0,1%. Tu disais tout à l'heure, dans l'élection précédente,
14 listes n'ont pas fait plus de 0,1%, c'est problématique parce que d'un point de vue des journaux, ces listes, c'est ingérable. Pour eux, c'est quelque chose qui est totalement ingérable en termes de temps d'antenne, et en particulier à la télévision, où chaque minute d'antenne, ça se facture en dizaines de milliers d'euros, voire plus. Point de Donc, vue il y a partagé avec Valério, ça d'ailleurs. voilà. Donc, il y a un vrai souci parce qu'effectivement, l'élection européenne est une élection complexe, avec des enjeux qui sont difficiles à transmettre, et on se retrouve avec 38 listes différentes, et en même temps, un président de la République, un Premier ministre qui essaie d'occuper le terrain, un Rassemblement national qui a commencé sa campagne dès l'automne dernier, comme la France Insoumise d'ailleurs, et les journalistes n'arrivent pas à suivre. Et moi, je le regrette. Je pense qu'effectivement, le travail n'est pas fait sérieusement, et c'est un travail de fond qui devrait se faire dans la durée et pas uniquement dans une campagne. Par contre, ce qui s'est passé pour la diffusion des clips de campagne des petites listes, là, c'est scandaleux parce que je ne crois absolument pas à une erreur de France Télévisions. Vu la façon dont on gère l'antenne à France Télévisions, il y a des process, il y a des validations. Je ne crois pas une seconde que ce genre d'erreur ait pu traverser France Télévisions sans que ce soit remarqué. Oui, alors, petit insight quand même pour celles et ceux qui nous écoutent. En fait, le programme du passage en fait, des vidéos de campagne n'a pas été respecté. À 2 reprises, il me semble. Plus que Et donc ça. ah ouais? Et donc c'est pour ça que justement vous avez été signataire et vous avez rencontré l'Arcom, mais bon, comment rétablir l'équité et les passages maintenant, c'est un peu foutu, quoi. Si tu veux, je peux redonner un petit peu des détails sur l'épisode, parce que Ouais, c'est quelques éléments, et intéressant. puis ensuite on Quelques va. éléments. En fait, il y a la partie campagne officielle qui sont des créneaux garantis par le code électoral sur les chaînes hertziennes publiques, ça fait partie de leur cahier des charges, et c'est l'Arcom, par tirage au sort. Enfin, il y a une partie, donc c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Je ne sais pas si ce que tu dis était tout à fait exact sur les répartitions de temps de parole, mais il y a, en gros, le RN a 1 heure de visibilité sur ces créneaux-là. Et le LREM a quelque chose comme 55 minutes. Et ça se décline en. Après, c'est l'Arcom qui décide que ça va être découpé en X clips de temps de telle durée. L'Arcom aussi négocie avec les chaînes des créneaux à différentes heures de la journée sur les différentes chaînes, France 2, France 3, France Info, France Inter, France 24 également, qui n'est pas dans le groupe France Télévisions. Et l'Arcom tire au sort, c'est un tirage public auquel sont conviés tous les partis politiques pour vérifier que c'est fait de manière honnête, tire au sort l'ordre de passage des différents clips dans les différents créneaux. Et chaque jour, il y a 3 créneaux, premier créneau, deuxième créneau, troisième créneau, qui sont répétés sur les différentes chaînes à différentes heures. Donc c'est assez complexe comme système. Et l'ordre est défini également comme ça. Et bref, le meilleur créneau, c'est le créneau après le journal de France 2 de 20h. 20h, donc c'est vers 20h40, ça dépend des jours, 20h30, 20h50. Et donc c'est le créneau évidemment le plus couru. Et cette année, il se trouve qu'il a été attribué aux listes avec les petits temps de passage. Donc c'était extrêmement important. Et sur le 28 et le 29 mai, ce sont les clips du RN et de LREM qui ont été passés. Alors je ne sais pas si c'est un bug sincère ou pas. Je sais que moi, j'étais en train de vérifier mon équipement pour enregistrer le clip du Parti Pirate qui est passé le 30. Alors, on n'a pas eu de préjudice là-dessus. Ça a été passé correctement parce que le bug a été résolu avant notre passage. Mais le 29 et le 30, enfin le 28 et le 29, par contre, il y a eu des erreurs de France 2, de France 3 et de France 24. Et l'Arcom a tapé du poing sur la table, entre guillemets, autant qu'ils peuvent le faire, en leur envoyant une mise en demeure. Et ce qu'on a appris, donc ça a fait monter un peu la sauce sur la visibilité des petits partis, parce que ça a démontré, excuse-moi pour le tunnel, mais ouais, je termine rapidement. Ça a mis en exergue, disons, ça a fait monter la mayonnaise sur le fait que les chaînes de télé traitaient ça un peu, au minimum à la légère, peut-être pas avec malveillance, mais au minimum à la légère. Donc voilà. Et l'Arcom nous a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, en gros, pour résumer Bah oui, puis de toute façon, la on va situation. établir maintenant. Alors, on a critiqué quand même, effectivement, on a critiqué les médias, un peu feignants, etc. Mais en même temps, on peut les excuser vu le nombre aussi de listes.
certains ont même, évoqué, que ce soit Valerio, ou Fabrice, que peut-être qu'il fallait revoir un peu les choses, qu'il y ait, peut-être un petit peu moins de listes. Et je vais passer la parole à Marine, en prenant aussi un commentaire, parce que ça va être en lien avec, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Enikao qui nous dit: «Mais, donner de la visibilité, c'est pas seulement le travail des médias, c'est aussi, des militants dont le temps de parole, est infini, lui». Ben oui, et c'était d'ailleurs, le témoignage de Marine tout à l'heure qui, expliquait qu'elle a aussi, de l'audience, elle réunit beaucoup de jeunes. C'est bien ça? Oui, alors justement, en plus, ça va me permettre de répondre là-dessus. Moi, je voulais répondre aussi à Valerio. Effectivement, il y a ce sujet toujours. On nous oppose, enfin nous, ça fait 6 mois qu'on a lancé la campagne, on a beaucoup opposé, «Rentrez dans le rang, mettez-vous derrière les grands» et je pourrais l'entendre ça si on avait une démocratie qui était en bonne forme. Je rappelle juste qu'en fait, il y a 80 des jeunes qui ne votent plus et qu'on a une montée des extrêmes. Donc pour moi, ça, c'est plus un argument justifié. Il faut justement diversifier l'offre et nous, en l'occurrence, on veut porter un discours qui est profondément radical, mais qui n'est pas révolutionnaire et je crois qu'il trouve son écho et justement, et par contre, je suis aussi d'accord, j'ai perdu le nom du journaliste, je ne sais plus qui est-ce qui intervenait. Je suis aussi d'accord, moi, qu'il faudrait pourquoi pas mettre un frein supplémentaire pour le nombre de listes. Ça pourrait être, je ne sais pas, ça pourrait être un soutien d'élus ou un nombre de militants minimum. Par exemple, si on mettait un nombre de militants ou de signatures minimum, Equinox l'aurait eu. Puisqu'Equinox, maintenant, nous avons 10 maires. Ce soir, ça y est, on a notre première commune officielle Equinox. On a plus de 2000 adhérents. Donc, on a nos groupes locaux qui tractent, qui font vivre le territoire. Mais il y a une petite nuance, c'est qu'ils ne le font pas forcément à Paris et ils ne le font pas auprès des médias. Donc, nous, on a eu une très bonne couverture qui était une couverture PQR, presse locale régionale, et que je ne méprise absolument pas. Mais est-ce que ça va être suffisant? J'en suis pas certaine pour réussir à être audible. En tout cas, les quelques pourcentages que l'on fera ce dimanche, ils seront grâce à la presse locale régionale qui a, elle, couvert l'ensemble de nos meetings, puisque pour un petit parti qui n'avait pas d'argent, on a quand même fait 6 meetings où on a réuni entre 100 et 300 personnes à chaque fois. Et encore une fois, des jeunes, des militants et des personnes qui s'engagent. Donc j'entends cet argument et c'est vrai. Il faut aussi se rendre audible et on se rend audible avec la masse, on se rend audible avec les élus qui nous rejoignent, on se rend audible avec les scientifiques. Enfin, je veux dire, ce qui est quand même, moi, ce qui me choque, c'est qu'on est, encore une fois, je reviens à Asselineau, il a beaucoup plus la parole, alors que nous, on est soutenu par des scientifiques du GIEC, par exemple. Je veux dire, à l'heure où on parle du réchauffement climatique, vous avez une liste qui se présente avec un scientifique du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui est spécialisé en agroécologie et un scientifique du GIEC qui appose leur nom avec leur liste. Et ben, ça n'a pas suffi à passer dans les médias nationaux. Donc, j'interroge juste sur le fonctionnement à ce moment-là. Que fallait-il faire de plus pour Equinox pour passer dans les médias? Après, encore une fois, moi, je ne veux pas rentrer dans ce discours victimaire. Et au contraire, on est très fiers aussi de la campagne qu'on a fait avec la PQR, avec nos militants sur le local. Et tout ça va nous permettre de continuer à grandir et à se présenter dans les autres élections. Mais ce sera juste trop tard pour cette élection. Alors j'ai vu, 2 personnes réagir. Alors Virginie depuis tout à l'heure, et elle avait demandé aussi la parole et ensuite, Valerio. Je pense qu'on a bien répondu en fait, aussi à cette question. Puis après je vous proposerai qu'on enchaîne justement aussi sur les formats des débats et puis voir aussi comment on peut, innover. Mais, Virginie? En fait, je pensais au format des débats en écoutant, ce que disaient les uns et les autres. Moi, je suis un peu choquée, de ce que je vois, avec cette émission-là, L'événement, sur France 2, parce que pour moi, j'ai 50 berges, donc peut-être que je suis vieille, mais pour moi, France Télévisions avait la mission, d'être un temple sacré du débat bien tenu. Et en fait, je sais pas si c'est, par souci, de faire du clic, ou pour avoir des punchlines ou mais en tout cas, je trouve qu'on est tombé dans un espèce de truc format entertainment, qui ne sied pas à la bonne, compréhension par le public, de ce que défendent les uns et les autres. Et puis les candidats des grands partis, ils y vont avec, l'intention de faire une punchline tape et qui génère du clic et tout fonctionne comme ça, en fait. Parce que ces grands partis considèrent que plus tu fais de vues, plus tu fais du clic, plus tu as de votants, mais c'est pas vrai. Donc on est dans un espèce de truc où la qualité, je ne sais plus qui parlait de qualité, je crois que c'est Hugo, la qualité se dégrade fortement et franchement, moi j'ai regardé ce débat, on aurait dit, enfin c'est pas TPMP quand même, mais c'est médiocre.
c'est médiocre et le fait aussi qu'il y ait eu ce truc, cette espèce je veux pas dire prise d'otage, mais j'ai trouvé ça un peu inconséquent de la part de France 2, qui est donc le service public, d'organiser un débat entre, Bardella et Gabriel Attal. Moi je vois pas, alors déjà que les gens comprennent pas ce que c'est l'Europe, comprennent pas qui y est, et là on brouille encore un peu plus les cartes et on ramène, comme le disait Fabrice, on ramène un enjeu, européen à un enjeu national, qui est la présidentielle. Donc ça peut pas aller. Donc à un moment, il faudrait peut-être se discipliner, se professionnaliser du côté des médias pour que justement, l'enjeu européen soit bien traité, à la fois dans le fond et dans la forme. Voilà. Ouais, ça va être une très bonne transition pour, tout à l'heure. Valerio et Pierre, vous vouliez, réagir? Et puis je vois aussi Fabrice. Valerio? Avons-nous encore des petits soucis de connexion? Et Pierre, vous vouliez, réagir? Et puis je vois aussi Fabrice. Oui, Ah. également. Mais, Oui, allez-y, Valerio. ouais, tu m'entends là? Oui, je m'entends aussi, donc tu dois Est-ce avoir que du tu son m'entends? derrière. Et Pierre, vous vouliez, réagir? Et puis je vois aussi Fabrice. Oui, également. Mais allez-y, Valerio. Ah. Ouais. Tu m'entends là? Moi Alors, je j'entends, sais vous pas. m'entendez? Valerio, coupe ton son. Est-ce que vous pouvez tous couper le son sauf Valerio là, pour ça voir va? si ça vient de chez lui? Oui, également. Ah, ça vient de chez toi, Valerio. Ouais. Nous avons un retour, Valerio. Vous m'entendez? Oui, mais on a un retour. tous couper le son sauf Valerio? Est-ce que là, ça va? Ouais, j'ai coupé le micro de Valerio parce qu'il a un retour. Le temps qu'il règle son problème. Pierre? Oui, alors, pour être honnête, moi, je trouve que les débats politiques en France sont médiocres depuis très longtemps. Et avec en plus des sujets qui tournent en rond depuis 40 ans, en gros, hein, l'immigration, enfin la lepénisation de la politique française, et j'en regarde très peu. Et bon, pour des raisons perso, j'ai pas non plus regardé les débats de l'autre jour. Il faut quand même reconnaître quelque chose à France Télévisions, c'est qu'ils ont fait 2 débats, donc ils ont pas juste fait comme la plupart des chaînes, un seul débat avec les candidats, les 8 candidats les plus visibles. Ils ont pris les 8 candidats suivants entre guillemets, donc c'est quand même un effort de leur part. Après, oui, je suis d'accord avec Virginie, il y a le côté, la petite phrase qui n'est pas spécialement nouveau non plus. Et par contre, oui, sur l'histoire, l'idée de mettre des barrières pour éviter qu'il y ait trop de partis, par contre, on n'est pas du tout favorable aux partis pirates parce qu'on trouve déjà qu'il y a beaucoup trop de barrières. Elles sont plus ou moins difficiles, mais on pense pas que la solution soit là. Il y a une espèce de terreur du pluralisme en France qu'on observe, que moi je relis, alors je vais peut-être être un peu provocateur, mais que je relis avec la paranoïa sur les ingérences étrangères. En fait, il y a une terreur de la parole publique en France, que ça soit, on a peur qu'elle soit manipulée par les Russes, par les Chinois, parfois c'est le cas d'ailleurs, mais on a un peu de mal, j'ai l'impression, on ne sait pas trop où est la limite entre discours politique, débat public et influence, puisque finalement faire de la politique, c'est essayer d'exercer une influence. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment un problème en France de fond avec l'idée de pluralisme et l'idée de gérer plein de voix différentes. Cette espèce de volonté d'assainir le débat public. Et à mon sens, le vrai critère pour décider de ça, c'est plutôt le vote, de laisser ça au vote, donc d'essayer de trouver des systèmes, quitte à éparpiller les votes, hein, donc ça peut être un problème. Après, il faut inciter les partis à faire des alliances. On n'a pas l'idée de coalition non plus en France, vu le fonctionnement de la Ve République, et pour ça que le fonctionnement européen, à mon sens, est beaucoup plus sain. C'est qu'il y a des nécessités de coalition pour faire des majorités. Donc c'est un système qui me semble plus sain. Et je pense qu'il faut vraiment réviser le système français de fond en comble. Se réinventer. Mot magique. Valerio, est-ce que tu es revenu? Est-ce que tu es ça de va là? retour? Est-ce qu'il n'y a pas d'écho? Est-ce que vous m'entendez calmement? Tout va bien? Tu as une Nickel. voix douce, c'est parfait. Formidable. Valerio, Fabrice et puis ensuite on accueillera, Enikao. Ouais, c'est que certains des arguments que j'entends, alors moi je partage tout à fait le fait de dire que globalement les médias sont pas au niveau, que France Télévisions est consternant alors qu'effectivement il devrait être exemplaire dans une période comme celle-là de grande confusion, mais que à un moment donné, on a aussi les médias qu'on mérite quand on voit ce que sont les audiences que déclenchent ces débats, et que par contre
ce qu'on évoque sur le fait qu'il y a une concentration de la parole, etc. Mais pardon, mais au niveau européen, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'il y a 7 groupes au Parlement européen. Les débats qui se font à un niveau international comme celui au niveau du Parlement européen sont forcément des débats où des petits partis à l'échelle nationale n'ont aucune comment dire, capacité à s'organiser, à peser, etc. Donc c'est pas non plus extrêmement surprenant si on se dit qu'il faudrait tendre vers un mode de scrutin, vers des filtres, etc., qui soient plus cohérents avec la logique d'une élection européenne, que ça n'aille pas vers un nombre de partis plus important, parce que quand on met 200 personnes autour d'une table, on ne gagne pas en clarté dans la compréhension des enjeux d'un débat. Donc effectivement, la notion d'un filtre à l'entrée est nécessaire, et ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que les partis, en tout cas les grandes formations politiques qui sont dans le jeu, aussi critiquables, aussi mauvaises puissent-elles être en ce moment, elles sont passées par ces filtres que vous décrivez. Alors pas toujours récemment, enfin il y a des partis comme le PS ou le PC qui ont 110, 120 ans, et qui ont commencé sans élus, et qui se sont tapés les petites salles, parfois la clandestinité, etc. Donc il y a aussi une forme de normalité dans le fait qu'un parti ne soit pas nécessairement immédiatement légitime dans le débat public. Mais je pense qu'à trop Mais focaliser le débat sur la question des petits partis par rapport aux autres enjeux de démocratie, de médias, de polarisation, de la manière dont l'exécutif neutralise les débats, ce qui me paraît beaucoup plus dangereux que les enjeux de représentation ou de filtre à l'accès pour l'existence et le développement de formations politiques. mais Quand Emmanuel Macron saute dans le temps de parole, quand effectivement on a ces débats avec Gabriel Attal qui débarque dans le jeu comme un chien dans un jeu de quilles, en mettant en scène l'opposition qui veut faire exister, là, on joue plus sérieusement avec la démocratie quand même. Justement oui, on reste en fait sur des formats quand même, assez classiques, dans les débats. En France, moi je trouvais qu'il y a eu zéro innovation, et sur la partie, ça c'est j'exprime un petit peu mon opinion, mais ces grands débats à 8, moi je suis pas une journaliste, chevronnée, je suis une humble animatrice de Space. Quand j'imagine en fait un panel de 8 candidats en fait qui doivent, enfin je veux dire, je comprends pas comment on peut en fait organiser ce genre de choses. Bon, tu as parlé tout à l'heure de l'omniprésence, on va dire, de l'exécutif, hein, que ça soit sur les allocutions de Macron ou cette intervention effectivement de Attal, mais il y a aussi ces fameux débats où finalement, enfin, on n'en ressort rien, quoi. Il y a beaucoup de bruit. Je crois que c'était Virginie qui avait parlé de bruit. Mais il faut pas oublier que quand même ça a une valeur d'autorité. Enfin, il y a de passer en fait aussi à la télé, parce que c'est bien de faire une campagne en fait numérique, mais passer en fait, quand même, être invité sur un plateau télé, ça donne quand même une forme de légitimité, et dont ont besoin en fait, certaines voix. Alors j'ai perdu, je crois, l'ordre, non? C'était bon, je crois que c'était Fabrice, mais on va passer peut-être on va accueillir, Enikao, si j'espère que je Non, mais coupe la parole à personne. je voulais bien réagir, il n'y avait pas de problème. Ah bah voilà, Fabrice. Oui, parce que je voyais plus la main, c'est Excuse-moi. pour ça. Pardon. Alors Fabrice, et on accueille Enikao ensuite. Tiens, moi, je trouve que dans la discussion qu'on a là, on oublie effectivement la dimension européenne du scrutin. Pour moi, c'est la base. On est sur un scrutin qui est européen. Et quand je parlais de mettre des barrières, de façon plus concrète, ce serait par exemple que les partis qui se présentent dans cette élection européenne aient par exemple, comme le fait le Parti Pirate, et des représentants dans d'autres pays européens. Je ne sais pas honnêtement si c'est le cas par exemple pour Equinox, j'avoue, je ne sais pas si c'est leur situation, mais déjà ça permettrait d'avoir une vraie dimension européenne et pas de permettre à certains partis d'essayer d'exister uniquement dans ce scrutin européen. Puisque, encore une fois, on retombe toujours dans ce travers de débat national, alors qu'on est sur des enjeux européens et internationaux. Je suis peut-être naïf, je dis,
Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on vote pour les européennes, on devrait parler d'Europe, que ce soit en bien, que ce soit en mal, que ce soit pour la critiquer, que ce soit pour la changer, mais qu'on parle du sujet sur lequel on va élire des représentants qui vont faire des lois qui auront un impact extrêmement important dans la vie de 400 millions d'habitants. Donc, c'est là où moi je mettrais un peu la barrière, entre guillemets. Après, peut-être que je suis trop dur, mais ce que je vois aussi, c'est que les votes changent. Si je me souviens bien, j'étais en train de vérifier, le Rassemblement national, là, qui est aujourd'hui à plus de 30% d'intention de vote, c'est quand on regarde les sondages, en 2009, il a fait 6%. Les choses changent énormément. Effectivement, des élections, c'est un travail de fond qui se fait pas sur un scrutin, deux scrutins, ça se fait sur 10, 20 ans, voire plus. Et là, je rejoins entièrement ce que disait Valerio Motta, effectivement. Fabrice, il y a quelque chose chez toi qui fait tac, 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 je ne sais pas ce que c'est. Et on a d'autres... Je vais regarder, excuse-moi. C'est pas grave. Et je sais aussi que Pierre, il doit avoir un fil aussi qui doit être un petit peu... moi, j'ai j'ai un casque, donc forcément, j'entends les choses de manière exponentielle, en fait. Donc, c'est peut-être pas le cas des autres auditeurs. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, demandez de vous cliquer sur le micro et vous pouvez faire comme Enikao. Bonsoir, Enikao. Wesh les Jones, levez le pouce, ceux qui se souviennent qu'à partir de 2007-2008, l'arrivée massive des réseaux sociaux dans le monde occidental et l'élection de Barack Obama, on s'est rendu compte que tout ça ne rentrait pas dans le temps de parole quantifié par l'Arcom. Et que, évidemment, les campagnes numériques avaient leur place. Je vais jouer le vieux con, évidemment, je vais faire chier tout le monde et je vais complètement saborder le sujet. Mais parole confisquée, mon cul, tout le monde a eu droit à du temps de parole d'une certaine façon. Personne n'a vu ses meetings annulés. Personne n'a vu ses comptes réseaux sociaux supprimés. Et pire encore, on a les chiffres sur les débats télévisés. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir du temps d'antenne. Donc, par exemple, avoir du temps dans une matinale seul face à des journalistes. C'est d'avoir de la place dans des journaux lors d'une interview et non pas d'avoir du temps d'antenne dans un débat parce qu'on sait qu'en fait, c'est un match de catch. Les gens sont là pour voir leur champion gagner, ça s'invective et à la fin, ça ne convainc que les gens du même camp. Ça ne sert à rien, c'est un spectacle et il peut être parfois pathétique. Comme tu disais, Fadila, à 8, ça n'a aucun sens. On ne comprend pas ce qui se passe, chacun va repartir avec sa petite phrase. Le vrai sujet, c'est pas que la parole soit confisquée, c'est qu'on a un problème de visibilité et qu'on s'est imposé d'avoir ces matchs à la con dont on pourrait très bien se passer. Merci d'être aussi cash, je te reconnais bien. Oui, je partage. Moi, je vois en fait l'exercice que c'est, d'animer avec un panel aussi riche. C'est du grand n'importe quoi, je trouve. Que j'ai raison, on gagnera un temps précieux, voilà. Mais je peux dire quelque chose, juste intervenir à chaud là. Attends, oui, 2 minutes, Pierre, et je te passe tout de suite la parole. Quand on a parlé de confiscation, on parle aussi du fait que Pierre, il va le témoigner comment le parti pirate a été accueilli par certains médias, et je pense que d'autres partis peuvent aussi en témoigner. Et puis le passage aussi de leurs vidéos de campagne, quoi. C'est quand même assez scandaleux, ça. Bon, allez, Pierre, je te laisse réagir, et ensuite Marine. Je pense que effectivement l'avenir du pluralisme, c'est pas les médias hertziens qui ont un espace limité, c'est Internet, enfin les médias Internet. Et on y vient petit à petit. Mais je pense que le pluralisme qui existe hors des médias hertziens ne doit pas dédouaner les médias hertziens de leur obligation de pluralisme. C'est-à-dire, non, je suis pas d'accord avec l'idée de dire, écoutez, vous avez qu'à aller sur Internet, là, vous serez audible. Parce que l'audience, elle est quand même, il y a une partie de l'audience, ça dépend des âges, hein, c'est plus les personnes âgées maintenant, qui est encore sur les médias hertziens, et les médias hertziens ont encore leur poids. Donc, je pense pas qu'on puisse se dédouaner en disant, écoutez, vous êtes bien gentil, vous avez qu'à vous faire inviter par des podcasts et des influenceurs. Et puis vous pouvez parler. De toute façon, la parole libre vous est ouverte. Attention, Pierre, l'influenceur, il va mal le prendre. Attention. Hein. Oui, excuse-moi. Non, mais voilà. Non, mais il y a des gens comme toi qui font du boulot remarquable. Et donc, en fait, c'est ça mais je pense que l'existence d'influenceurs hors et de podcasts et d'audience hors médias classiques ne doit pas dédouaner les médias classiques de leur devoir de pluralisme.
Et je pense qu'on a des choses, des progrès à faire de ce côté-là. Et y compris aussi dans l'organisation des débats. Effectivement, le format de débat C'est ça, télévisé le est un truc. peu Tout à fait. usé et il faut sûrement le repenser. Ça, c'est possible. OK. Marine, Virginie, puis après on accueillera la Mangue. Marine? Oui, merci beaucoup et en plus, du coup, moi, on m'avait dit que jusqu'à 22h, donc j'ai un autre engagement derrière, donc je vais vous laisser après. Juste pour compléter, effectivement, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Déjà, je trouve qu'on a manqué d'innovation, que les journalistes, peut-être un peu par contrainte, mais aussi peut-être par fainéantise, c'est un peu violent, mais on manquait un peu d'innovation. Et par exemple, quand François-Xavier Bellamy s'est offusqué, à juste titre, hein, qu'on nous refasse le débat présidentiel, le second tour du débat présidentiel, moi, je lui ai proposé en disant, bah, ok, faisons un nouveau défi. Et Hugo était prêt d'ailleurs à nous accueillir. Faisons nos défis. Vous les 5 qui êtes tout le temps invités dans les médias, eh ben, vous tirez au sort, vous prenez une petite liste, ou vous la choisissez, ou vous la tirez au sort, et puis on débat comme ça. Et donc, du coup, j'ai inclus le Parti Pirate, j'avais proposé au Parti Pirate, mais également aux autres partis qui étaient un petit peu en second rang. Et justement, c'est ça, en fait, et je suis tout à fait d'accord avec Fabrice, on nous a rejoué, en fait, la même soupe que les élections présidentielles. C'est-à-dire que ceux qui ont été invités dans ce deuxième débat, moi, on m'a répondu que j'étais pas une figure politique. Mais en fait, on se fiche que je sois une figure politique. Moi, j'ai envie de vous parler d'Europe. J'ai envie de vous parler d'Europe. Et Fabrice, la réponse, elle est là. Oui, nous sommes soutenus, par exemple, par les Verts finlandais. Alors, ils n'ont pas une étiquette Equinox, mais par contre, ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent, mais ils aimeraient bien nous voir au Parlement avec eux. Donc, on est prêt à parler d'Europe. On a fait des soutiens, on a fait tout un travail avec différents groupes européens. On a une vision européenne. Et j'aurais aimé, alors pas dans ce cadre de ce débat, parce qu'en fait, j'ai rapidement vu ce débat et de toute façon, il ne se serait pas passé grand-chose. Mais j'aurais aimé au moins qu'on puisse, dans les médias hertziens, présenter notre approche de l'Europe. Et voilà. Après, encore une fois, je le répète, je ne veux pas faire le Calimero. Qu'à cela ne tienne, on a quand même fait une belle campagne. On fait une belle campagne. On joue avec les règles du jeu qui nous ont été données. Ça ne nous empêche pas de les critiquer et ça ne nous empêche pas de nous dire qu'on va tout faire pour changer le jeu à terme. Mais voilà. Mais on aurait pu faire preuve d'innovation et je trouve qu'on n'a pas. Et que les autres partis d'ailleurs, parce que là, François-Xavier Bellamy, il a été le premier à parler de ça. Il était content, on s'envoie des SMS de temps en temps. Il est assez sympa. Il n'a pas saisi la balle au rebond pour autant, hein. Eh ben, les Pays-Bas, ils ont expérimenté ça, hein. Ils ont fait les débats night, c'est avec une pluralité, on va dire, de candidats, mais en utilisant les plateformes, en fait. C'est ainsi qu'ils ont pu, je pense, quelque part enrichir en fait ce débat. Je crois que l'Espagne aussi a fait aussi un certain nombre d'efforts. Et puis il y a une époque, c'est l'Europe qui avait aussi initié, là j'ai rien vu en provenance de l'Europe, mais peut-être que vous avez vu quelque chose passer. Virginie et puis ensuite la Mangue. Oui, alors pour le coup, je vais partager un peu de mon expérience métier. Marine parlait d'innovation. Je crois que c'est Nikao qui disait que ça devait se passer sur Internet parce que le temps de parole y est infini, certes. Mais je crois aussi que moi, sur mes clients entreprises, ce que je leur dis, c'est ne vous privez pas d'arroser différents types de médias pour que ça corresponde à différents types d'audiences et à leurs usages de consommation de l'information. Je pense pas que des personnes peu acculturées aux réseaux sociaux, ça existe encore hein, dans certaines tranches d'âge, aient envie de découvrir les différents partis politiques et la nouvelle offre politique via des plateformes ou via Twitch. Ils vont rester sur des médias classiques. J'ai trouvé la remarque de Marine également sur la PQR hyper intéressante parce que la PQR, elle est souvent négligée. Or, ce sont des journalistes qui connaissent leur terrain, qui connaissent hyper bien leur environnement, qui C'est vrai. connaissent leur audience. Et c'est hyper agréable de travailler avec eux parce que ils ont quand même, comme ils sont encore assez spécialisés, ils arrivent à avoir du temps. Alors, bon, en politique, c'est différent, vous me direz, parce que en politique, t'es spécialisé politique, donc voilà. Mais en tout cas, c'est très agréable de travailler sur la PQR parce qu'ils ont un taux et une qualité d'information et de canal avec leurs audiences qui est vraiment quali. Donc je pense que c'est plutôt dans la façon, est-ce que la connaissance des médias dans les petites listes, est-ce qu'elle est au top ? C'est la question que je me pose. Comment on monte les dispositifs de communication avec les médias ? Quelles passerelles on met en place ? Comment on parle aux journalistes ? Tout ça, c'est aussi des questions qui sont à la charge de ces petits partis parce que les grands, ils ont leur machine de guerre
relations publiques, relations presse, et peut-être pas les petits, par manque, je sais pas, de connaissances ou d'experts, parce que ça doit être difficile de monter des équipes complètes. Peut-être je dis des bêtises, donc vous m'arrêterez, Pierre et Marine. Mais en tout cas, je crois qu'il faut envisager qu'effectivement, internet peut servir, de terrain de prise de parole libre, et on sait très bien que l'influence est née, par les ONG qui n'avaient pas forcément, la voix au chapitre, dans les médias tradis, donc qui se sont emparés d'internet pour prendre cette parole. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Mais je pense aussi qu'il faut une couverture à 360 de tous les typologies médias pour couvrir sa cible, voilà. Oui. Alors, j'ai retrouvé ce que j'évoquais tout à l'heure, le Parlement européen qui avait lancé une initiative qui s'appelait This Time I'm Voting. C'était en 2019. Bon, mais comme me disait aussi tout à l'heure Fabrice, il y a aussi une méconnaissance aussi de ces élections européennes, de à quoi ça sert, enfin, etc. Donc ça, on peut le noter. Je pense que tout à l'heure, Pierre réagira à ce que tu viens de dire, Virginie, puis Valérie aussi, parce que je l'ai vu aussi mettre des pouces en bas. Mais on va accueillir la Mangue. Et avant d'accueillir la Mangue, Marine, juste pour te mettre à l'aise, et je te tutoie directement, merci d'avoir accepté le challenge et l'invitation à échanger. Et ben merci à vous et merci à tous les intervenants. Merci. Ouais, tu Voilà. pars quand tu veux, Je et vais peut-être bon continuer. courage pour, voilà, pour, la dernière ligne droite. Merci à tous, merci. Au revoir Marine. Allez, À bientôt. Salut, Marine. À dimanche soir pour fêter nos Bonne fin de élections. campagne. Exactement, Bonne fin de Pierre. campagne. Exactement. Salut Marine. Et on se reverra dans tous les cas parce que ça en fait partie aussi, Marine, je pense aussi des petites initiatives, hein, comme celle-ci, enfin d'aller un petit peu vers, des petits médias, comme le mien ou autres qui donnent la parole, mais ça fait aussi un petit peu boule de neige, au fil Oui, du oui, temps, quoi. tout à fait. Merci, merci à Hugo d'avoir été le premier à nous donner la parole et je suis effectivement d'accord avec, on a sans doute aussi manqué de compétences en interne, pour aller saisir aller discuter, utiliser le bon dialogue avec ces journalistes et encore une fois, pareil, on va se contenter de ce qu'on a fait. On est quand même fiers de ce qu'on a fait mais Bien on sûr. voulait pas se limiter aux médias web et puis on va capitaliser Normal. pour les prochaines fois, voilà, pas d'abattement pour nous. On va pas jouer les caliméros, mais effectivement, il y a quand même des 2-3 trucs sur lesquels on aurait pu, innover et laisser plus de place à des partis qui voulaient parler, de la science au moment où il y a des climato-sceptiques qui ont la parole et qui voulaient parler d'Europe au moment où on parle des élections européennes. C'était ma seule, voilà, mon seul sujet. Merci à tous en tout cas de nous OK. avoir écoutés et de nous avoir invités. Merci à Fadia de nous avoir invités. Avec grand plaisir et puis, peut-être qu'on reparlera justement de la jeunesse, ultérieurement si, voilà, Avec plaisir. si l'équipe est d'accord. Super, merci, bonsoir la Mangue. Bonsoir Fadila, bonsoir Pierre. En tout cas, merci de présenter ce space. Un peu de politique moderne. On peut tous constater que mardi dernier, sur le service public, on avait les grands candidats, grande parenthèse, grande guillemets, et les petits candidats à 23h quand la majorité des Français allaient se coucher. Je trouve ça assez scandaleux et je trouve qu'on avait un meilleur échange et des choses beaucoup plus intéressantes pour celles et ceux qui ont pu suivre avec les petits candidats. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout limiter à 8 têtes parce qu'on aime bien leurs têtes, parce qu'ils sentent bon le parfum. C'est insupportable. C'est pas ça la démocratie. Et également, c'est une question affirmative que je pose à chacun ici. J'ai reçu dernièrement les documents concernant les professions de foi et les listes des candidats. Il en manque, hein. Il en manque quand même pas mal. Il y en a qui ont été déchirés, il y en a, qui ont été abîmés. Je trouve ça scandaleux, la démocratie, la vraie démocratie, elle est vraiment en danger en France. On voit, si on prend un peu de hauteur et on ne fait pas de politique politicienne, on voit un gouvernement aujourd'hui qui se complaît de dans sa médiocrité, clairement. Quand on écoute Emmanuel Macron, sans faire de politique politicienne, tout va bien en France, les gens mangent à leur faim, il y a un plein emploi, le pouvoir d'achat n'est pas un problème, il n'y a pas un problème d'égalité, il n'y a pas un problème de division. Il n'y a pas un problème également d'information sur le fait d'aller voter. C'est facile de se mettre au micro 3 jours avant et mélanger pêle-mêle, le rappel, de l'histoire et le côté,
la valorisation de nos anciens est mélangée à la fois en disant attention, il faut voter pour l'Europe, machin. Mais qu'est-ce qu'on fait ces gens pour nous? Ils n'ont rien fait. Et j'ai vu d'ailleurs, je connaissais pas et je trouve ça vraiment dommageable. J'ai découvert le parti pirate de Pierre. C'est passé sur France 2, hein, avant que les petits candidats, c'est comme ça qu'appelle le système qui ne respecte personne. J'ai vu le clip de Pierre qui était assez court. Je trouve qu'en plus, il est passé qu'une fois sur le service public. Je trouve ça franchement scandaleux. Et d'ailleurs, Pierre, j'ai une question à vous poser. Pourquoi je n'ai pas. Est-ce que c'est voulu de votre part qu'on n'ait pas votre liste d'un point de vue documenté dans le soupli? Moi, je trouve que c'est un manque de démocratie parce que les gens qui ne connaissent pas ou les gens qui n'ont pas le temps de regarder la télé ne savent pas que le parti pirate, ils ne savent pas ce qu'il propose, ils ne peuvent pas se renseigner. Il y a un véritable problème de démocratie. Et je pense que le 9 juin prochain, quelles que soient les convictions de chacun et chacune, il faut bousculer les choses. Il ne faut surtout pas, mais surtout pas, voter pour cette majorité relative. Ils ne sont même pas majoritaires. Ils ont cassé le pays, ils ont divisé les gens. Monsieur Macron, et j'en finirai par là, c'est mi-figue, mi-raisin. Un jour, on aime la Palestine, un jour, on l'aime pas. Un jour, on aime Israël, un jour, on ne sait pas. On est pour une constitution de 2 États. On sait pas pour qui il roule, ce monsieur, mais il ne roule pas pour la France. Et on en a marre d'être divisé. Parlons de sujets essentiels, le pouvoir d'achat et d'une vraie démocratie dans laquelle les Français croient encore un peu, je l'espère. Merci à tous. Merci pour cette intervention. On sent la lassitude qu'évoquait aussi tout à l'heure Virginie. Pierre, je te laisse réagir et Oui. ensuite, alors juste pour info, ensuite on a Valerio et Hugo qui voulaient intervenir, mais si vous voulez bien, on va après Pierre, on accueille une nouvelle personne qui a souhaité aussi poser une question. Hein. Pierre, à toi. Je vais essayer d'être rapide. Merci Lamang pour ton soutien ou pour votre soutien, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier élément de visibilité pour les partis, c'est les bulletins et au bureau de vote et dans les plis postaux, ainsi que les professions de foi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la charge des partis. Pour en donner à tous les électeurs, ça coûte 1 million d'euros pour toute la France. Et on n'a pas les moyens au Parti pirate. Donc on a saupoudré 10 départements pour lesquels on a des bulletins. Je crois qu'à Paris, il y a les professions de foi, mais ça doit être le seul département. C'est pour ça que vous n'avez pas de profession de foi, et on est désolé de ça. C'est un des problèmes du système, c'est que le premier élément de visibilité coûte tellement cher qu'on ne peut pas se le permettre au niveau national. Donc c'est un avantage donné aux partis qui sont en mesure de se faire rembourser, ce qui n'est pas notre cas parce qu'il faut faire 3%. Sur le clip, on a eu beaucoup de chance de passer entre les deux débats. Ça a été tiré au sort par l'Arcom, donc ça, effectivement, c'est un créneau fantastique d'être passé entre ces deux débats. Et là également, on avait 2 créneaux de 1 minute 30, enfin 2 journées où nos clips passaient 3-4 fois pour 1 minute 30. Donc ça, c'est l'Arcom. Et juste une dernière chose en réponse à ce que disait Valerio sur effectivement le scandale du débat Attal-Bardella et du débarquement de Attal au milieu du débat de ailleurs. Est-ce que ça serait pas tout simplement l'aboutissement de ce système justement de visibilité et de barrières à divers niveaux qui fait que les partis du président peuvent tout se permettre finalement pendant la campagne. Est-ce que ça serait pas en fait le symptôme de la dérive de tout le système finalement? En sachant on se pose la question, c'est pas forcément la peine de reprendre le débat là-dessus, mais c'est une question rhétorique, mais voilà, c'est une vraie question quand même. En sachant qu'on a eu une explication, je sais pas, je la prends telle que, hein, comme quoi il avait été convié en fait par le média à venir en fait tout simplement participer en fait ou intervenir. Après c'est la même chose que ce que disait Bolloré dans ses auditions. Quand on est tellement aussi puissant que quelqu'un comme Bolloré, et c'est pareil pour la présidence de la République, on n'a pas besoin de donner des ordres finalement explicites. Les serviteurs supposés vont donner directement, servir sur un plateau ce qu'on n'a pas besoin de demander. Donc est-ce que ça relève pas de la même mentalité finalement? C'est ça qui est. Lorsque le sujet était mis en cause, et pareil avec le débat Attal-Bardella, lorsque Bellamy en a fait la remarque, c'est que les journalistes concernés se sont sentis attaqués. Ils ont défendu ce choix en fait. Enfin, ils ont défendu ça comme un choix de leur part, un choix légitime. Donc c'est un peu on peut se poser des questions là-dessus. C'est assez bizarre comme réaction de refus de remise en cause du système.
Je reviens juste sur un point que tu as souligné tout à l'heure, concernant, tout simplement les finances, hein, parce que ça coûte, extrêmement cher de faire une campagne et c'est un point qu'avait soulevé, Fabrice aussi, tout à l'heure et auquel il faut ajouter aussi le bénévolat. Parce que là, pour le coup, vous êtes, tous vraiment, bénévoles et vous êtes, obligés de vous mettre en je dirais en suspension, professionnelle aussi. Ça, c'est un élément majeur. Alors, Oenir, bonsoir. Il faut décocher le micro Il pour faut pouvoir décocher parler. le micro. Bonsoir, bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir. Je voudrais intervenir, ouais, moi je sais pas si j'ai apporté grand-chose au débat finalement, mais je voudrais revenir sur les premières questions qui ont été posées en tout début de cet échange. Les questions qui ont été posées avec les pouces en l'air et les pouces en bas. Déjà, la première question qui a été posée, c'est est-ce que vous savez pour qui voter ce dimanche? Moi, je fais partie des personnes qui ne sait pas du tout, mais alors absolument pas du tout pour qui voter. Il y a des partis dont je ne sais que je ne veux absolument pas voter pour eux, mais par contre, pour qui voter aujourd'hui, j'en sais rien du tout. Et les petits partis qui sont intervenus ce soir, malheureusement pour eux, malgré que je suis un fidèle auditeur de la chaîne de Hugo sur Twitch, pour tout vous dire, en fait, tout à l'heure, on parlait de comment les Français consomment la politique. Moi, je fais partie vraiment de peut-être ce trop peu de personnes qui consomment la politique uniquement par des rediffusions et des analyses par des personnes comme Hugo ou comme d'autres sur Twitch ou par la presse écrite, notamment par Le Monde, mais qui font enfin tout ce genre d'analyse. Mais je ne consomme absolument pas les débats. Moi, les débats, la dernière fois que j'ai vu un débat, justement, c'était sur la chaîne de Hugo. Et en suivant la Qui, chaîne de Hugo, vous n'avez pas été inspiré? Non, enfin, la dernière fois, justement, j'ai vu un débat, c'était la rediffusion de BFM du truc. J'ai entendu un vrai poulailler, en fait, où les gens se battent dans tous les sens. Ça m'a pas du tout inspiré. Est-ce Ça qu'il y a ne m'inspire un pas. sujet majeur pour vous? Parce que c'est peut-être une possibilité. Moi, je sais que j'ai traité, le numérique. J'ai pas invité tout le monde, mais j'ai Ouais. invité quelques petits partis. Hugo, a reçu tous les partis, mais il y a je crois que c'est Vakita qui a Ouais. traité tout ce qui concerne l'écologie. Il faut Moi, peut-être, j'aurais plutôt tendance à dire que j'ai des préférences sur certains sujets, du style l'écologie, par exemple. Vous parliez de l'Akita, j'ai bien des sujets là-dessus ça va être ma préférence, en effet. Par contre, dire pour qui je vais voter, pour le parti animaliste, pour le parti de droite, pas de droite, pardon, pour le parti des Verts, etc., là, je ne sais pas, en fait. Parce que tout à l'heure, Hugo, dans son intervention, a dit oui, les Français ne s'intéressent pas suffisamment à la politique et ne prennent pas le temps de regarder tous les choses. Si on passe une heure sur 38 parties, ça fait 38 heures à passer à consacrer là-dessus. Alors, ok, c'est un devoir, mais c'est énorme. enfin, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ouais. Alors, l'idée de dire qu'il y a trop de parties, je suis désolé, mais c'est un fait, c'est même plus une question qui se pose, c'est un fait, il y a trop de parties. Et malheureusement, en plus, quand on entend l'intervention à l'instant qu'il y a eu, de dire que pour se faire connaître, il faut dépenser 1 million d'euros, c'est ça, pour faire des tracts. Enfin, est-ce que réellement ça vaut le coup ou il y a quelque chose qui va pas là. Et moi aujourd'hui je suis là, je suis perdu, donc je sais pas. Est-ce que je vais voter blanc? Est-ce que je vais voter nul? Ok. Est-ce que je vais prendre au hasard? Alors moi j'ai un conseil. Je sais pas. Si Faut vous êtes voter Hugo. convaincu qu'il faut voter, il faut peut-être voter blanc. Tiens, On va demander à Valerio de je peux réagir. répondre juste parce que j'ai été cité juste pour répondre à venir et je salue d'ailleurs l'eurodéputé écolo Benoît Biteau qui nous regarde. Bonjour monsieur le député, qui vient de partir, dommage. Non, pour répondre à la question, effectivement, moi j'ai pris le pari de les recevoir pendant 1 heure parce que justement, moi, j'ai un public qui reste assez longtemps. Donc moi, justement, c'est pour un public qui a le temps. Mais justement, c'est pas uniquement à moi de faire le boulot.
c'est pas uniquement à moi, c'est aussi aux gros médias, papier, numérique et même à d'autres, de faire ce résumé-là. Moi, je vais être honnête, ça me fait chier, très sincèrement, désolé du terme, mais d'être le seul con qui ait reçu tous les candidats pour un long entretien pour parler du fond, aussi de la forme. Ça me fait chier. Certains disent je suis pas journaliste, d'autres qui disent je suis journaliste, peu importe comment on m'appelle. Mais c'est quand même moi qui fais cet effort-là que normalement les médias traditionnels, mainstream, comme on dit dans le jargon, devraient faire. Peut-être pas pour 1 heure d'interview, je veux bien, et je vois que Valérieux est pas d'accord, mais c'est aussi aux autres de faire ce travail-là, aux médias. Encore une fois, il y a 50% d'abstention aux élections européenne. Si les médias faisaient leur boulot en présentant, peut-être pas une égalité parfaite, allez, je veux bien, on laisse la petite prime aux socialistes, aux LR, enfin on rappelle que les LR vont sûrement disparaître du Parlement européen si ça continue comme ça, peut-être aussi les écologistes. On a ensuite aussi, par exemple, il y avait Hélène Touy qui avait parlé de ça. Quelqu'un se rappelle la différence d'écart entre les communistes et le parti animaliste en 2019 ? 3%, non ? Non, 100 000 voix. 100 000 voix, il y avait 0, c'est je crois 2,49 et 2,20, un truc comme ça d'écart. Il y avait 0,3% d'écart, 100 000 voix. Quelqu'un m'explique où on voit les animalistes dans les débats ? À ce niveau-là, si on joue à ce niveau-là, au Parlement français, les communistes n'existent que grâce aux députés ultramarins. Moi, j'aime bien les communistes, je suis allé streamer chez eux, c'est super intéressant, André Chassaigne est très sympa, il n'y a pas le souci. Mais les communistes n'existent en France que grâce à quelques bastions, etc. Il y a des élus animalistes à la mairie de Paris, à Montpellier, ils ont des élus. Ils ont même des élus au niveau européen. Ils sont où dans le débat, les animalistes ? Certains me disent « Oh, leur programme, c'est juste défendre un chaton ». Ils ont un programme de 48 pages. 48 pages, le parti animaliste, d'accord ? On les voit où dans les médias, ces gens-là ? Désolé, mais ça m'énerve un peu parce que il y a une forme de déresponsabilisation des médias qui disent « Ah oui, mais c'est l'Arcom qui a fait les règles ». Enfin, je sais pas, gueulez contre l'Arcom, plaignez-vous, faites un truc. Enfin, vous avez les journaux papier. Avec l'Arcom, vous n'êtes pas décompté dans les journaux papier. Faites un truc. Enfin, arrêtez de vous plaindre et agissez. Moi, j'ai agi, tu vois. Hugo, si tu lisais la presse écrite, le parti animaliste est très présent dans la presse écrite. Ils ont fait des campagnes extrêmement efficaces, par exemple, sur le sujet des cirques, et ils ont abouti à des résultats extrêmement concrets. À Paris, ils ont fait des campagnes qui ont été assez médiatisées sur l'utilisation de boas, je crois, ou de serpents dans certains spectacles. Donc, le parti animaliste, ils ont une activité, ils ont des élus, et ils ont été très présents. Et les médias en ont rendu compte. Donc, il ne faut pas caricaturer comme ça non plus. Dans le débat des européennes, je parle. Non, mais j'allais dire, attends, ils ont été quand même invités au deuxième débat de France 2, l'autre soir. Encore heureux. Oui, encore heureux. Enfin, oui, mais si tu veux, ils ont quand même des temps de parole. Ils ont quand même eu des temps de parole par moment. On va pas féliciter que le service public fasse quand même son travail. Enfin, je suis désolé, mais on va. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon. Surtout vu la gueule du sondage. Enfin, sinon, je voulais quand même rappeler quelque chose. C'est que tu dis, oui. Pierre, tu dis que les vas-y, Valérie. Qui attend depuis tout à l'heure. Non, mais enfin, moi, il y a la paille et la poutre, quoi, dans notre échange et dans cette histoire. Je veux dire, on passe beaucoup de temps sur cette question qui, pour moi, est secondaire des petits partis, alors que ni le service public, ni les chaînes d'information n'ont diffusé le débat entre les Spitzenkandidaten, c'est-à-dire les candidats à la présidence de la Commission européenne. C'est quand même le fond et la base dans une élection européenne de savoir à la fin qui va diriger la Commission européenne et sur quelle ligne. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir, je crois qu'il y a 6 listes qui se revendiquent de l'écologie dans leur titre. On a 2 des listes sur les 38 qui n'ont même pas envoyé un PDF de profession de foi. Je ne parle pas de prendre en charge le coût des 1 million d'euros pour gérer leur impression. Je parle d'envoyer un PDF au ministère de l'Intérieur pour qu'il soit mis en ligne et présenté à minima. Ils l'ont envoyé trop tard. J'ai parlé avec eux, c'est qu'ils l'ont envoyé trop tard. Pardon, mais là, je ferai la précision. C'est rigolo. Excuse-moi, Hugo. Je suis d'accord. Au suffrage des citoyens, tu les respectes assez pour te mettre en situation de faire le minimum de ce qu'il faut faire. Pardon, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Il y a des règles assez complexes et c'est pas si simple. Mais je pense qu'il faut. Il peut y avoir des bugs et c'est pas très souple. Ouais, c'est pas très souple, mais ça l'est pour aucun parti. Il y a des éléments qui sont contestables dans le traitement média, mais pas dans la gestion des règles, dans la gestion des dépôts de candidature. C'est arrivé à des législatives, à d'autres élections, etc., que des candidats se plantent là-dessus, et c'est pas une question d'appartenance. Les grands partis, par ailleurs,
sont plus faibles que vous ne le pensez. C'est extrêmement dur logistiquement, même avec des appareils, même avec des équipes, même avec des permanents, de répondre à toutes les sollicitations médiatiques qui sont monstrueuses, d'envoyer des candidats partout, de répondre à toutes les associations, tous les lobbies, tous les collectifs citoyens qui vous font des courriers pour vous demander la position sur des sujets absolument improbables. Et je vais vous dire un truc, si vous voulez, dans un moment où vos positions politiques sont en concurrence avec celles des autres formations politiques, informer correctement 45 millions d'électeurs, mais ça ne coûte pas 1 million d'euros, ça coûte beaucoup, beaucoup plus. On a des budgets qui sont consacrés à la politique en France, même pour les gros partis, qui sont ridicules par rapport à ce qu'on demande aux formations politiques. C'est relativement inhabituel et pas très bien perçu de le dire, mais la réalité, c'est qu'on a des grands partis qui sont faibles, que si les 6 listes qui se revendiquaient de l'écologie, dont 4 doivent être juste en désaccord avec les écolos, avec le parti écologiste, en gros sur le nucléaire et des questions secondaires, étaient rentrés chez les Verts, ils seraient majoritaires aujourd'hui chez les Verts, et les Verts seraient peut-être pas en train de se demander s'ils vont passer les 5%. Je veux dire, à un moment donné, on peut chacun cultiver son jardin en se disant comment je vais faire pour être entendu, mais à un moment donné, la politique, c'est la construction d'une logique majoritaire, c'est-à-dire une construction qui tend vers les 50% pour prendre et exercer le pouvoir. Et ce n'est pas la même logique que celle de la représentation et de l'existence et le rafraîchissement et des idées nouvelles, etc. Aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est que les grands partis n'arrivent plus à conjuguer les deux. Mais je ne crois pas que ce soit en cultivant une myriade de petites formations qu'on résoudra cette crise. Je crois au contraire qu'on l'accroît avec des grands partis qui sont à tonnes, dans lesquels il ne se passe plus rien, avec un exécutif et même un RN qui, d'une certaine manière, essaie de neutraliser tous les débats, et en dessous des partis lilliputiens qui se battent pour exister à de très faibles échelles, tout en sachant qu'ils ne toucheront jamais une majorité ou en tout cas un nombre significatif de citoyens. Donc il y a une révolution copernicienne s'il est encore temps pour la démocratie française. Pierre, je crois que tu voulais réagir par rapport à ce que disait Valerio. J'entends en fait aussi tout Oui, ce qu'il dit, hein, c'est quand même assez pertinent. Alors juste oui, Pierre, Virginie, et puis ensuite on accueillera Pierre Ristic. c'est Je pas pense que pour, c'est pas pour réagir sur. Ah, ça marche plus. Je sais pas si vous m'entendez. on t'entend. Ah, vous m'entendez? Oui, juste sur le point des sollicitations médias, on en a pas mal au Parti Pirate également. C'est plus facile de répondre à une sollicitation que de solliciter dans l'autre sens parce qu'on se prend beaucoup de râteaux. Donc on répond autant qu'on peut aux sollicitations, mais nous aussi on en a pas mal et on n'arrive pas à répondre à tout. Et le fait, c'est exacerbé par le fait qu'on pour répondre à ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est qu'on est bénévole et on apprend sur le tas, on n'a pas de spécialistes médias. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'être dans la structure des partis pirates européens, parce qu'on a eu quelques informations là-dessus. On apprend à parler aux médias, en fait, et à comprendre ce qui intéresse les médias, ce qui intéresse les journalistes pour qu'ils nous entendent et qu'ils aient du matériel avec lequel ils puissent travailler. On a eu une réunion à Bruxelles avec le groupe des pirates élus, avec une explication par un ancien journaliste qui est relations médias là-bas, donc qui nous a donné des éléments de compréhension de ces choses-là. Mais effectivement, étant bénévole, on manque de temps pour ça et c'est effectivement c'est un handicap, c'est clair. Virginie et ensuite Pierre Ristic. Oui, alors je rebondis sur ce que disait Valerio. Il me semble que si on veut peut-être que les petits partis ne soient plus éclipsés, c'est peut-être dans la redistribution des cartes que ça vaudrait le coup, mais est-ce que les petits partis sont prêts à ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que Qu'est-ce que tu entends par redistribution des cartes? En fait, on a les vieux partis qui n'arrivent pas à se renouveler, qui tournent toujours sur les mêmes sujets, mais qui en même temps bénéficient de l'attention. Une stratégie pourrait être de dire bon ben voilà, il n'y a pas de place. En plus, j'hallucine, je ne savais absolument pas que ça pouvait coûter 1 million d'euros pour pouvoir avoir les professions de foi qui sont quand même la base de la base. Parce que a priori, la majorité des gens ont une boîte aux lettres. Et je me dis que peut-être à terme, c'est d'aller mettre ces idées dans des plus gros partis. C'est des jeux de coalition, de consensus, et peut-être que c'est
sur une élection européenne, si j'écoute aussi ce que nous expliquait Fabrice, c'est peut-être plus judicieux de s'allier dans ce type d'élection. C'est ce qui se fait en plus après à l'Europe. Oui, alors quitte à le faire après, autant le faire maintenant, quoi. Et je me dis que c'est dans les petits partis que les grands pourraient se trouver de quoi se régénérer et de réenchanter un peu le truc, quoi. Il y a Giuliano d'Ampoli, qui est donc avec son bouquin Les ingénieurs du chaos, qui explique un peu les mécaniques populistes et l'utilisation qu'ils font, par exemple, des réseaux sociaux. Ce sont des machines extrêmement bien huilé. Et la conclusion de son bouquin, que je trouve à la fois géniale et terrifiante, c'est en fait, on ne pourra pas en sortir comme ça, des cycles désinformation, complotisme, manipulation, ingérence étrangère. Le seul truc qui pourra sauver les démocraties, dit-il, c'est que des politiques se mettent à avoir des projets et des idées qui enchantent les gens. Voilà. Donc, on revient au basique de la politique. Et donc, peut-être qu'une des clés, si on peut être utopiste, c'est de se dire, les petits partis, c'est très bien. Ça peut peut-être faire des choses sur des enjeux nationaux, régionaux, mais peut-être que pour des questions européennes, c'est peut-être mieux de s'allier tous ensemble entre partis qui partagent un maximum d'idées en commun et qui fassent leur coalition avant d'aller en campagne, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai un petit bug. Valerio, j'arrive pas à te réinviter. Peut-être qu'il faut que tu sortes et que tu reviennes, surtout qu'en plus, je voulais te saluer avant d'accueillir Pierre Ristic, parce que tu dois nous quitter. Est-ce que tu peux sortir et revenir, que je te remercie correctement? Je sais pas. Alors Pierre Ristic, bonsoir. Je vais t'accueillir. Bonsoir. Merci. J'avais pas prévu de suivre le débat, donc je suis arrivé un peu en cours de route. Alors moi, je parle depuis. Attends un tout petit instant, bien Pierre, parce que le problème de Valerio est terminé, comme il doit nous quitter. Vas-y. Voilà, Valerio. Vas-y. Allô, Valerio. Allô, Papa Tango Charlie. Est-ce que tu nous entends? Bon, ça fonctionne pas. Bon. Pardon, excuse-moi, tu m'as mis sur la musique, Fadil. Excuse-moi, faut jamais faire ça. Faut jamais me lancer sur les vieilles chansons des années 80, jamais. Allô, Papa Tango Charlie. Bon, il est parti. Bon, Pierre, désolé. C'est un peu animé. Non, pas de souci. Je vais rebondir parce que je trouve ça intéressant comment le débat atterrit. Donc moi, je rappelle, je parle depuis un parti qui est un petit parti, qui était petit puisque c'est les Verts, qui de temps en temps fait des percées et parfois il est considéré comme grand, parfois comme petit. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un grand et un petit parti. C'est une bonne question. Voilà, ça c'est souvent on dit ça pour se dédouaner. Ce que je sais, c'est qu'un parti, d'abord, avant tout, un parti, c'est un lieu de débat, quel qu'il soit. Donc, quand on rejoint un parti, la première des choses, c'est qu'on apprend on apprend qu'il y ait plusieurs tendances, plusieurs lignes, et on apprend les espaces dans lesquels on dialogue, on discute, et on fabrique quelque chose collectivement. Et j'attire l'attention sur une contradiction que j'entends souvent sur des petits partis qui veulent amener quelque chose de neuf, mais qui en fait, en jouant le jeu de cette pluralité qui est super intéressante, mais il y a plein de pays qu'on dit démocratiques où ces expressions sont quand même pas aussi plurielles. Et bien, on apporte de la division en fait. Et en effet, c'est intéressant d'une part plutôt de rejoindre un parti existant pour l'influencer de l'intérieur. C'est ce qui est le plus efficace parce que en plus les partis vous forment. Ils vous forment aux règles démocratiques, ils vous forment à toutes ces choses qui ont l'air un peu pénibles parce que vous découvrez comment fonctionnent les remboursements. Mais je rappelle que le contrôle des remboursements et tout ce qu'on dénonce comme étant galère, c'était souvent une réponse de la puissance publique aux différents scandales de financement de partis. Donc on veut de la transparence, mais quand on veut de la transparence et de la rigueur, il faut jouer le jeu. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais un parti, ça vous... D'autre part, un parti, c'est aussi une cohérence. Quelle que soit son idéologie, il s'agit de penser la société
de manière plurielle, sur plusieurs regards et sur plusieurs territoires. Et quelque chose qui me gêne, c'est de voir des partis apparaître vraiment à des moments électoraux bien particuliers, qui sont plutôt bienveillants sur le taux de remboursement, parce que 3%, ça peut en attirer quelques-uns. Et je veux dire, j'ai tendance à être très méfiant auprès de gens qui ne sont pas présents sur d'autres scrutins. Alors, on va dire la puissance militante, il faut l'avoir, mais ça, dans tous les partis, c'est le problème. Hein. Quel que soit le parti, le b.a.-ba, c'est de trouver quelqu'un qui va se présenter ou localement, ou à tel et tel scrutin, et qui va porter la parole. Ça, tout le monde est à égalité. Et donc, j'invite vraiment les petits partis de venir se former dans les grands, et surtout de les influencer, parce que c'est pareil, moi, vieux parti, jeune parti, je sais pas ce que c'est. Hein. Quand je vois des jeunes partis avec des vieux blancs de 60 ans à la tête de la liste, je rigole un petit peu. Et il y en a pas mal en plus sur les 37 ou 38. Voilà. Même vu, c'est plutôt cette perspective. On a même vu un parti copier presque la charte graphique. Bon, voilà. Par exemple. On a l'habitude. Eh ben oui, c'est un vieux de 60 ans, qui est à la tête de ce mouvement. Voilà, c'est un bon exemple. Mais en tout cas, voilà. Moi j'apprécie le fait aussi que tu rappelles à quoi ça sert aussi un parti. C'est pas uniquement des élections, mais c'est important aussi d'avoir des élections, parce que c'est aussi comme ça qu'on acquiert aussi des moyens et aussi de la visibilité, mais qu'avant tout ce sont aussi des espaces effectivement de débat. Alors juste un élément, j'aime bien Pierre qui me dit j'ai pas la ref, il a pas la référence sur le copieur. Si, la référence elle est connue, c'est Écologie au centre qui a copié la graphologie du bulletin Europe Écologie. Et voilà, c'est lâché. Voilà. Alors Pierre, juste, je sais pas si Valerio va revenir ou pas. J'ai pas eu l'occasion en fait de le saluer et de le remercier. Je vais le faire par écrit. Je le dis oralement, en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent. Il a dû partir et Virginie doit également nous quitter. C'est normal, j'avais dit aussi 22h30, on a un petit peu débordé. Merci beaucoup Virginie pour ta contribution et j'étais vraiment ravie parce que c'était la première fois qu'on faisait ça ensemble, on se connaît depuis longtemps. Plaisir partagé, et puis moi j'étais ravie de pouvoir parler avec vous tous et puis de faire la connaissance des autres intervenants, et l'échange j'ai trouvé plutôt riche. Donc merci à toi Fadila d'avoir organisé. À très Ciao, bientôt, ciao. je te souhaite une belle fin de soirée. À vous tous également. Alors, suite à l'intervention de Pierre, il y avait Fabrice qui souhaitait réagir, Hugo qui nous faisait des pouces et des mains, etc. Donc je crois qu'il est aussi trépine. Et ensuite Pierre, et s'il n'y a pas d'autres intervenants, on fera après un petit tour de table de clôture. Fabrice? Oui, je voulais rebondir sur la notion de coalition qui a été évoquée pour les petits partis. Je voulais faire remarquer, par exemple, Volt s'est mis en coalition avec le Parti radical de gauche, sauf erreur de ma part. Et puis, il ne faut pas oublier tout simplement que, par exemple, Renaissance, c'est un parti de coalition. Ça regroupe Horizon, le Modem, En Marche. Donc, la notion de coalition, elle existe en France et elle est peut-être pas assez utilisée justement par ces petits partis qui souhaitent plus exister dans l'espace politique français. Je vais aussi devoir vous quitter parce qu'il est tard, malheureusement, et j'ai une famille autour de moi. Mais en tout cas, je voulais vous remercier et saluer Pierre Ristich, que je connais aussi, et le remercier de son intervention que je trouvais très juste. Merci beaucoup Fabrice et également, et pareil, c'était la première fois qu'on échangeait, donc j'étais ravie et j'espère une prochaine fois. Mais ce sera avec plaisir. Belle fin de soirée. Merci à vous aussi. Merci Fabrice, bonsoir. Alors Hugo et Pierre. Vas-y Pierre, vas-y. Oui, en fait, sur les coalitions, Fabrice a complètement raison. Justement, le fait qu'on ait cette campagne, il y a des convergences qu'on essaye de favoriser, et notamment Volt dont parlait Fabrice, et là ils sont partis avec le PRG cette fois-ci, mais il y a quand même des fortes convergences entre Volt et le Parti Pirate par exemple sur les idées, et donc il n'est pas exclu que dans le futur il y ait des coalitions diverses entre les
les partis émergents actuels qui se sont rapprochés justement sur cette histoire d'Arcom notamment, mais ça favorise un peu les discussions et le fait de voir qui peut s'associer ou non. Voilà, il y a des convergences qui ne sont pas possibles, mais d'autres qui le sont. Et effectivement, c'est une voie tout à fait possible d'évolution. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'on a entendu, notamment sur de Pierre qui disait faut qu'ils viennent dans les partis, mais justement, en fait, sur les 38 listes qu'il y a aux européennes actuellement, mais en fait, il y en a, ils sont lancés parce que les partis politiques actuels, les grands partis, les dégoûtent, en fait. Et dire à des gens qui sont dégoûtés des partis politiques, revenez dans ces partis politiques, c'est pas, à mon avis, la solution. La solution, c'est d'entendre ces gens-là, sans être forcément d'accord avec eux, puisque dans les partis, dans toutes les listes que j'ai reçues, je le dis sans problème, il y a des clowns. Il y a les clowns dans tous ceux que j'ai reçus, et ça se voit et ça s'entend dans certains programmes où quand tu creuses, tu te rends compte que c'est très friable. Moi, où tu creuses et tu vois qu'il y a des propos problématiques. Par exemple, Adama Traoré de la liste démocratie représentative, on a fait 1 heure d'interview avec lui. Bah, au bout de 40 minutes, il nous sort oui, l'homosexualité c'est un choix, les homosexuels musulmans ça n'existe pas, etc., etc. Donc, en fait, il y a des clowns, il y a des gens qui ont des propos dangereux. On pense qu'on a une liste néofasciste, notamment de la liste de Pierre-Marie Bonneau, je crois, c'est ça, un avocat néofasciste qui a fait un dog whistle antisémite justement dans son clip de campagne, ce qui est assez hallucinant, ça aussi. Mais et par rapport au sujet du soir, je reprends le titre là sous les yeux, paroles confisquées, parti éclipsé, démocratie bafouée. Je sais pas si c'est une question de, je sais plus tout à l'heure qui disait oui, on n'est pas en démocratie. Je crois que la personne qui avait dit ça est partie malheureusement, mais on est toujours en démocratie parce que ces partis-là ont le droit de s'exprimer, mais l'expression est quand même empêchée bien souvent, justement, comme le dit Pierre. Là, par exemple, tu vois, moi j'étais assez choqué. Par exemple, il y a eu une contre-manif devant France Télévisions le jour du débat avec, je crois qu'il y avait Kusmanovic de Nous le Peuple, il y avait le Parti Pirate, il y avait Equinox, il y avait d'autres mouvements. Et ben, ils ont été dégagés par la police. Bah ça, c'est pas normal. Par exemple, Pierre aurait dû avoir le droit devant l'esplanade de France TV. Il voulait pas foutre le bordel, il voulait pas envahir le plateau, il voulait juste dire on existe. Mais c'est problématique quand même qu'il soit dégagé à plusieurs dizaines, cinquantaines, voire centaines de mètres de l'esplanade de France Télé pour parler. À mon avis, c'est pas normal et il y a des problèmes. Et pour ceux que ça intéresse, là, dans les personnes qui écoutent encore, demain sur mon compte Twitter, je ferai un thread avec toutes les interviews que j'ai faites pour les européennes avec des candidats, avec des gens qui sont pas candidats, des sondeurs, etc. Parce que bah oui, il y a de l'attente sur ces européennes. Il y a des gens intéressés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens ont envie qu'on leur parle d'Europe, mais il y a la façon de faire. Et si tu leur présentes toujours les mêmes, bah les gens, ça les désintéresse parce qu'effectivement ils vont dire, et d'ailleurs les petits partis c'est aussi une réponse à, tu sais, à l'argument mais on les a tous essayés sauf le RN. Bah non, tu les as pas tous essayés, t'as 38 listes, t'en as peut-être essayé une dizaine, t'en as 27 autres à découvrir. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. Oui, alors je crois que, alors je voulais quand même ajouter juste un élément titre personnel, hein. C'est vrai que je comprends, Hugo, le travail que tu as dû faire, parce que je sais que ça demande beaucoup. Et moi qui anime aussi des spaces, tu sais, tu as aussi toujours cette question aussi de savoir, bah, les gens que tu invites, tu prends aussi toi-même des risques. Tu comprends? Quand tu animes et que tu invites des personnes et que tu sais absolument pas ce qu'ils sont capables en fait de faire en live, quoi. Il faut être extrêmement vigilant Ah oui, également. oui, mais quoi. ça je le prends sans aucun problème. Mais Ah ouais. c'est vrai que c'est pour ça que par exemple moi il y a 3 listes que j'ai pas voulu recevoir parce que bah comme dans ta situation je suis hôte, donc je suis aussi juridiquement responsable des propos tenus. Moi il y a 3 listes que j'ai pas voulu recevoir pour le coup. Il y a Pierre-Marie Bonneau de la liste néofasciste, il y a eu Francis Lalanne et il y a eu Florian Philippot, parce que s'ils balancent je ne sais pas quoi, mais vraiment tu vois un truc comment dire, illégal, ça peut me retomber sur la gueule et j'ai pas envie, tu vois. C'est tout. Ouais. Pierre, dernier mot et puis ensuite on va clôturer ce space. Ouais, bah déjà, merci à Hugo pour son travail fantastique. Je crois que c'est un des meilleurs connaisseurs et une des meilleures personnes qui étudie la vie politique. Enfin, il connaît tout sur le bout des doigts, c'est incroyable. Et il arrive en à plus, tout il suivre. est jeune.
Ouais, non, mais franchement, Hugo, bravo, parce que respect. Merci beaucoup. C'est la seule personne qui est venue à la conf de presse Arcom et qui a fait un live là-dessus, parce que par ailleurs, ça a été résumé de manière extrêmement hâtive, disons. Et juste pour l'anecdote, on a fait un petit happening devant les studios de France Télé, enfin devant le siège en fait de France Télé. Mais j'ai discuté avec Pierre Larouturou hier parce qu'on était invités tous les deux au débat sur le média. Et en fait, le débat avait lieu à Saint-Denis. Il n'était pas du tout là où on se trouvait, donc ça visait pas à nous empêcher d'entrer dans les studios. Finalement, c'était juste qu'on faisait pas propre devant le siège de France Télé, alors qu'on aurait pu être des touristes. On aurait été des touristes, personne ne nous aurait rien dit, mais là, non. Voilà. C'est donc les petites anecdotes de la vie parisienne. Excusez-moi. Bon, en tout cas, il y a eu quelques aventures. J'espère que pour les élections prochaines, hein, parce que là, même si l'Arcom va décompter, je crois, l'intervention de Macron là, de 20h, ça va être compliqué, oui, je pense, pour les rédactions de rétablir en l'espace de 48 heures. Jusqu'à quelle heure c'est jusqu'à vendredi soir Demain que vous avez le minuit. droit Demain minuit. Après c'est terminé, vous n'avez plus le droit de communiquer. Oui. Donc, ça va être un peu délicat. Moi, je retiens un petit peu dans ce débat quand même que il y a peut-être aussi une problématique de nombre de listes. Peut-être qu'il faut repenser les choses, peut-être s'allier avant. Et je ne sais pas, j'ai entendu cette possibilité. C'est peut-être aussi intéressant de pouvoir faire bouger les lignes à l'intérieur. Mais il y avait aussi cette idée de Pierre de se faire aussi les armes aussi dans des grands partis. Mais en même temps, d'avoir d'autres petits partis, ça apporte aussi de la nouveauté. Donc c'est pas non plus à négliger. On a beaucoup parlé de problèmes tels que la pédagogie. On a manqué aussi de pédagogie. On en manque toujours en France, je pense, sur ce que c'est l'Europe, à quoi ça sert. Et donc on verra s'il y a beaucoup de votants le 9 juin. Si vous hésitez encore aujourd'hui, vous avez encore un petit peu le temps pour regarder ce que proposent en fait les différents partis. Fixez-vous au moins, par exemple, un sujet qui vous est cher pour pouvoir comparer. Et dans tous les cas, votez. Moi, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on valorise pas encore le vote blanc, mais voter aussi blanc. Bon, il y en a qui sont pas trop d'accord là-dessus, mais bon, voilà, ça c'est mon parti pris. On a parlé aussi vraiment beaucoup des médias qui sont enfermés dans une bulle et qui sont assez feignants, qui font pas ce travail aussi pédagogique, d'aller regarder, d'analyser en fait tous les programmes, et puis aussi peut-être aussi d'une manière générale d'innover. Moi, c'est vous l'avez aussi évoqué, hein, ces fameux débats à 8 là, qui mènent à, je sais pas si vraiment les gens en retiennent quelque chose, pour celles et ceux qui ont un doute, mais bon, ça génère en fait beaucoup de bruit, plutôt qu'autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'autre? Est-ce qu'un dernier mot, Pierre et Hugo, vous qui avez tout suivi depuis le début, par rapport à ce que je viens de dire? Qu'on a une forte vitalité démocratique en France, quoi qu'on en pense, qu'on a des gens qui s'engagent. Là, on parle de plus de 3000 candidats. 80 x 38, je le fais en direct, x 38, ça fait 3078 candidats. On a 3078 candidats actuellement en France. Donc, il y a des gens qui veulent s'engager. Les gens ont une envie de s'engager, peut-être différemment, peut-être pas dans les gros partis, mais il y a une volonté en France de s'engager et peu importe de la façon, que ce soit dans des partis, que ce soit dans des associations, que ce soit dans plein de façons, vous avez plein de façons de vous engager. La politique, c'est pas la seule voie, même si tout est politique entre guillemets, mais moi je reste optimiste et pessimiste, c'est-à-dire moi je pense qu'on va devoir passer par la case Rassemblement National en 2027, mais je pense que ça va permettre de casser des choses pour rebâtir sur de bonnes bases. Voilà. Merci Hugo, j'en profite vraiment pour te remercier d'être venu spontanément. On se connaissait absolument pas. Moi, je suis pas trop Twitch, donc j'essaierai de regarder un peu ta chaîne. Pas encore Twitch, t'es pas encore. Tu veux me convaincre? Ah bah ouais. Surtout, je rappelle, petit instant pub très rapide. Dimanche, je stream toute la journée de 6h ou 7h du matin jusqu'à 2h du matin. On aura des invités politiques à partir de minuit, des petites et des grandes listes. Donc si vous voulez tout comprendre, suivre, apporter de la réflexion, vous êtes les bienvenus. Et sur YouTube, je suis bientôt à 1000 abonnés, qui me permet
permettra de gagner un peu d'argent. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Tu as raison de faire. Tu as tout à fait raison et bravo pour tout le travail que tu fais. Merci. Écoute, et merci à Pierre. J'essaierai de faire cet effort parce que c'est vrai que moi j'ai une petite préférence quand même pour les conversations. Et voilà, donc mais je te remercie en tout cas. Pierre Esquic, tu as levé la main, tu voulais dire un dernier mot? Très rapidement, un petit point réglementaire. Normalement, les partis doivent arrêter de faire campagne vendredi soir. Donc, ils ne vont plus poster de messages, ne vont pas publier. Mais vous pouvez très bien, samedi, si vous vous questionnez sur un point programmatique, vous pouvez très bien aborder en message privé un militant, un député, et questionner sur des points programmatiques. Vous pouvez tout à fait profiter du week-end de ce samedi pour réfléchir pour qui voter. Super, voilà, tu as bien fait de rappeler cet élément. C'est vrai qu'eux ne peuvent plus communiquer grand public, mais on peut, nous, les solliciter en privé, par exemple. Super. Je te remercie beaucoup, Pierre, d'être venu et pour tes interventions. Pierre Bessac. Ah, c'est vrai que j'ai deux Pierre. Et encore, tu n'as pas Pierre Larouturou. Tu voulais dire un dernier mot ou je clôture? Non, je crois que c'est tout. Merci à toi, comme d'habitude, pour l'organisation, l'accueil fantastique et la gestion de débat. Oh, super. Je te remercie aussi d'être fidèle en fait à ce live et puis je te souhaite un bon courage là pour les heures qui suivent. Et puis merci. On a la dernière ligne droite. On scrutera en fait les résultats. Voilà tout. Bien, merci on à scrutera le scrutin. Merci à ceux et celles qui nous ont accompagnés tout au long, même quelques minutes. Et puis, ce space étant enregistré, vous pourrez aussi le réécouter parce que c'était enrichissant et passionnant. Vous pouvez aussi partager une petite séquence aussi après. Puis alors moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. J'attends des confirmations en fait sur le sujet. Donc, restez connectés pour savoir de quoi je vais parler jeudi prochain. Pourquoi je dis vendredi? Bon, je ne sais pas, peut-être un lapsus. Je vous souhaite une belle fin de soirée à tous et à très très bientôt. Merci. Bonsoir. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.